Le tir déchira le silence de l'après-midi comme un coup de tonnerre sous un ciel parfaitement dégagé. Sur la plateforme d'observation, toutes les têtes pivotèrent d'un même mouvement vers la voie 7, le couloir interdit, celui réservé à l'épreuve dite de l'impossible. Un couloir de 400 yards qui avait brisé la confiance de plus d'opérateurs d'élite que quiconque ne voulait bien s'en souvenir. Personne n'y avait touché depuis 3 semaines. Personne n'avait l'autorisation d'approcher le matériel qui y était installé. Et pourtant, le tableau électronique s'illumina. Les chiffres numériques projetèrent une lueur orange sur les visages figés de 25 Navy Seals, en plein cycle de certification avancée de tireurs d'élite, dans le mille, plein centre. Le premier maître, Cole Harrigan, abaissa sa longue vue. Les veines de son cou battaient déjà, gonflées par une colère à peine contenue. Du haut de son mètre 90, les épaules tendues sous le gilet tactique, Harrigan imposait sa présence sans avoir besoin de parler. 12 années de service lui avaient valu sa réputation d'instructeur le plus redouté du Joint Precision Warfare School, un homme pour qui la faiblesse relevait de l'offense personnelle. C'était quoi ça ? Sa voix fendit les murmures comme une lame. Qui a autorisé ce tir ? Les Seals échangèrent des regards rapides, tous également partagés entre incompréhension et curiosité. La porte du bâtiment administratif s'ouvrit, laissant apparaître la lieutenant-commandante Victoria Langford. Son uniforme impeccable jurait avec la poussière et la sueur du terrain. Elle observa la scène avec le regard froid de quelqu'un qui avait gravi les échelons en refusant systématiquement de laisser l'émotion brouiller son jugement. « Gouin, j'ai entendu un coup de feu provenant d'une zone restreinte. » Ses yeux balayèrent les opérateurs rassemblés, enregistrant les visages, évaluant les scénarios. « Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi mon après-midi vient de se compliquer ?» La mâchoire d'Harrigan se crispa. « J'ai posé une question. Qui a tiré ?» Le silence s'étira. Sur le pas de tir, lourd, suspendu. Puis un mouvement attira son attention. À une 50aine de yards, une silhouette se détacha de l'ombre du bâtiment de l'armurerie. La femme qui s'avança le fit sans la moindre hâte. Son uniforme usé la désignait d'emblée comme du personnel de soutien. Ces rouages invisibles grâce auxquels les installations tournaient pendant que les combattants s'entraînaient. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval pratique et sa carrure fine aurait dû ployer sous le poids du Barrett M82A1 qu'elle portait. Au lieu de cela, elle le tenait comme une extension naturelle de son corps, les 14 kilos de métal parfaitement équilibrés, presque nonchalamment. Elle, le matelot Tyler Brooks ricana déjà, téléphone levé pour filmer ce qu'il croyait être un futur classique des chambrés. La fille de l'armurerie, vous plaisantez ? Reese Holloway posa le fusil sur la table d'inspection sans cérémonie. Ses yeux gris glissèrent sur la foule avant de s'arrêter sur le tableau de score encore lumineux. Elle ne dit rien. Son visage ne laissait rien transparaître. Dans la hiérarchie implicite de la présence militaire, elle comptait comme du bruit de fond. Le genre de personne que le regard traverse sans jamais s'y arrêter. Harrigan franchit la distance qui les séparait en 4 pas agressifs. Son ombre se projeta sur elle, lourde, presque tangible. « Tu crois vraiment pouvoir débarquer sur mon pas de tir et jouer à la soldate, ma jolie ?» Le mot dégoulinait de mépris. Reese releva les yeux vers lui. L'espace d'une fraction de seconde, quelque chose passa dans son regard pâle. Puis cela disparut, remplacé par l'expression neutre de quelqu'un habitué à être ignoré. « Un coup de chance !» poursuivit Harrigan en se penchant jusqu'à ce que son souffle fasse bouger quelques mèches près de sa tempe. Ou alors tu viens d'enfreindre une bonne quinzaine de règlements sur l'usage non autorisé d'armes à feu. Dans les 2 cas, tu es sérieusement dans la merde. Elle resta silencieuse. Le maître matelot de première classe Evan McCall s'approcha de la table d'inspection. Sa compétence technique se lisait dans la minutie avec laquelle il examina le Barrett. Il passa la main sur le canon, vérifia la température, puis approcha le nez de la culasse. Tir récent, encore chaud. Il se tourna vers Reese, partagé entre méfiance et curiosité sincère. « Tu sais seulement démonter ça ? Parce que si tu abîmes du matériel de l'État en jouant à ce que tu n'es pas, la paperasse va t'ensevelir. » Sans demander la permission, Reese saisit le fusil. Ses mains s'activèrent dans un flou maîtrisé. Chambre dégagée, mécanisme sécurisé. 3 secondes, peut-être moins. Une efficacité qui ne venait pas de quelques répétitions, mais de milliers.
Les sourcils de McCall montèrent presque jusqu'à sa ligne de cheveux. La caméra de Brooks tournait toujours. « C'est de l'or pur. Attendez que les gars voient ça. » La femme de ménage se prend pour Chris Kyle. À la cantine, en bordure du stand de tir, le sergent-chef Walter Walt Keegan interrompit son éternelle tâche de polissage des verres. À 67 ans, le visage marqué par des décennies de service et le regard chargé de choses qu'il n'évoquerait jamais, Walt faisait partie du décor depuis sa retraite, 5 ans plus tôt. Mais cette fois, ses yeux quittèrent leur désintérêt habituel. Ce qu'il voyait près de la voix 7 fit disparaître toute trace de banalité de son expression. Il tenait ce petit comptoir de rafraîchissement comme on s'accroche à une bouée, une façon de rester relié à un monde qui l'avait façonné. À présent, son regard expérimenté se fixa sur ce qui se jouait près de la voie 7, et l'expression tranquille de Walt Keegan se mua en une inquiétude sourde. La porte du bureau du stand de tir s'ouvrit brusquement. Le senior chief Ronald Pierce en sortit, son clipboard serré contre lui comme un bouclier face au chaos qui menaçait son après-midi méticuleusement réglé. 15 années dans les opérations spéciales lui avaient appris à placer l'ordre au sommet de ses priorités, et des coups de feu imprévus dans une zone interdite ne correspondaient en rien à sa définition de l'ordre. « Qu'est-ce qui se passe exactement ici ?» lança-t-il. « J'essaie de diriger une installation d'entraînement professionnel. Pas un cirque. » Son regard balaya l'assemblée avant de s'arrêter sur Reese. « Vous, le personnel de l'armurerie, expliquez-vous. » Reese soutint son regard sans ciller. « C'est moi qui ai tiré, Senior Chief. »« Évidemment, » répliqua Pierce d'un ton capable de geler l'eau à distance. « La vraie question, c'est pourquoi, sous quelle autorité et comment quelqu'un, avec votre niveau d'habilitation, a pu accéder à du matériel restreint. » La voie était libre. L'arme devait être testée après maintenance. Un test fonctionnel, Pierce répéta les mots comme s'ils appartenaient à une langue étrangère, à 1400 yards, sur une cible de qualification. Un rire sec éclata. La cible était déjà en place, lâcha Cole Harrigan, moqueur. Incroyable, elle nous prend vraiment pour des idiots. Je ne pense rien, répondit Reese d'une voix plate. Je décris ce qui s'est passé. La lieutenant-commandante Victoria Langford observait l'échange avec la patience d'un prédateur jaugeant sa proie. Elle s'avança alors et l'atmosphère changea immédiatement. Le grade suffisait à imposer une différence et Langford avait passé sa carrière à transformer cette autorité en arme. « Chérie, laissez-moi vous expliquer quelque chose. » Son sourire avait la chaleur d'un matin de février en Alaska. « L'armurerie, c'est par là. Ici, c'est réservé aux opérateurs qualifiés. Le terrain de jeu des grands, si vous préférez. » Elle fit un geste désinvolte vers le bâtiment de stockage. « Allez, filez, laissez le tir à ceux qui savent réellement ce qu'ils font. » Le regard de Reese ne vacilla pas. « Avec tout le respect, madame, le tir parle de lui-même. » La température sur la plateforme d'observation sembla chuter brutalement. « Pardon ?» Les sourcils parfaitement dessinés de Langford se haussèrent avec une précision dangereuse. « Est-ce que notre employé de l'armurerie vient de répondre à une lieutenant-commandante ? J'ai énoncé un fait. Le tableau confirme la précision. »« Un coup de chance, » coupa Pierce, visiblement à bout de patience. « Ça ne fait pas de vous une tireuse d'élite. J'ai vu des coïncidences, conditions atmosphériques, avantages mécaniques, hasard pur. Ça arrive. » Il agita la main. « Retournez à vos fonctions. Nous avons un véritable entraînement à poursuivre. » Reese se tourna pour partir. Harrigan se plaça aussitôt devant elle, sa carrure massive barrant le passage. Le message était limpide. Rien ne se terminerait sans son aval. Pas si vite. Il sortit une seule cartouche de la poche de son gilet, la tenant entre le pouce et l'index comme une accusation. « Je veux revoir ce fameux coup de chance. Prouver que ce n'était pas un hasard. » Il déposa la munition dans la paume de Reese, sa prise s'attardant juste assez longtemps pour être menaçante. « Ou admettez que vous avez eu de la chance et excusez-vous d'avoir fait perdre du temps à tout le monde. » À quelques mètres de là, la gunnery sergent Marisol Vega observait la scène depuis le poste de liaison des Marines. L'une des rares instructrices féminines de l'installation conjointe, elle avait développé un instinct affûté pour détecter les tensions que beaucoup d'hommes ne percevaient même pas. Quelque chose, chez l'employé de l'armurerie, la dérangeait. Un décalage entre l'apparence et ce qui s'en dégageait. Sa posture, peut-être,
Le poids parfaitement réparti, les épaules détendues mais prêtes. Le regard aussi, qui balayait l'espace comme pour évaluer des menaces, non comme quelqu'un de nerveux. « Ça ne colle pas », murmura-t-elle pour elle-même. Le lieutenant Nathan Crowley, officier de sécurité du stand, dont la mission principale consistait précisément à éviter ce genre de situation, s'avança avec son clipboard réglementaire. « C'est totalement inapproprié. Elle n'est pas autorisée à tirer à balles réelles. Rien que la responsabilité juridique. Considérez cela comme une démonstration, l'interrompit Langford avec douceur. Je suis curieuse de voir ce qui se passe quand la chance s'épuise. La foule avait grossi. Les rumeurs se propagent vite sur une base militaire, et l'idée de voir du personnel de soutien se ridiculiser attirait toujours du monde. Une trentaine de personnes se massaient désormais sur la plateforme, téléphone discrètement levé, prête à immortaliser ce qui promettait d'être soit une farce, soit un scandale. Rhys observa la cartouche dans sa main, puis la mer de visages avides qui l'entourait. Pour la première fois, quelque chose changea dans son expression. Ni peur, ni colère, plutôt une forme de calcul filtrée par une résignation calme. Elle se dirigea vers la voie 7. Le tapis de tir l'attendait exactement là où elle l'avait laissé, encore marqué par l'empreinte de sa position précédente. Le barrette reposait toujours sur la table d'inspection, sécurisé, sa lunette captant la lumière de l'après-midi, faisant briller les optiques de précision comme une promesse. Rhys chargea l'unique cartouche avec des gestes fluides, sans à-coups. Chaque mouvement s'enchaînait naturellement, comme s'il faisait partie d'un tout parfaitement maîtrisé. Elle vérifia brièvement les manches à vent disséminées sur le pas de tir, mais son attention semblait ailleurs. Ses yeux suivaient les particules de poussière en suspension, lisant dans leurs dérives la vitesse et les caprices du vent par des méthodes qui n'apparaissaient dans aucun manuel officiel. Le Chief Warrant Officer Daniel Cross, spécialiste principal des armes de l'installation, remarqua aussitôt sa prise lorsqu'elle se mit en position. « Intéressant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres, la façon dont elle enveloppait le fusil, l'angle précis de sa joue contre la crosse. La répartition de son poids. Rien ne correspondait aux techniques standards enseignées au personnel de soutien. Cole Harrigan échangea un sourire narquois avec Evan McCall. « $100 qu'elle rate », lança Harrigan. « 200 qu'elle ne sait même pas régler la lunette correctement », répliqua McCall. La respiration de Rhys changea, plus lente, plus profonde, le rythme de quelqu'un qui n'avait pas tiré des centaines de balles, mais des milliers. Quelqu'un qui avait appris à synchroniser battements de cœur et pression sur la détente jusqu'à les fondre en un seul geste. Le stand de tir se tut. Même le vent sembla suspendre son souffle. Elle pressa la détente. Le barrette tonna, faisant vibrer l'air sec, et à 1400 yards, le centre de la cible explosa en une confirmation éclatante. Dans le mille, plein centre, encore. C'est impossible. McCall arracha la longue vue de son support et colla l'œil à l'oculaire avec une intensité fébrile. Le vent a changé en vol, je l'ai vu, les manches ont bougé. Elle aurait dû être décalée d'au moins 8 cm. Elle a compensé, dit doucement Marisol Vega. Ce n'est pas de la compensation, répondit Harrigan, dont l'assurance venait de se fissurer. C'est de la prédiction. Elle savait ce que le vent allait faire avant qu'il ne le fasse. Rhys se releva du tapis, tapota la poussière sur ses genoux avec la même efficacité tranquille que depuis le début. Son visage restait neutre, mais quelque chose dans son maintien avait changé. Une infime différence, moins facile à ignorer. Ronald Pierce fixa le tableau de score, puis la femme, puis de nouveau le tableau. 15 ans d'expérience lui hurlaient qu'il venait d'assister à quelque chose d'exceptionnel. 15 ans d'orgueil refusaient de l'admettre. Impressionnant, concéda-t-il enfin, à contre-cœur. Mais n'importe qui peut toucher une cible immobile, même 2 fois. Les vrais tireurs opèrent sous pression. McCall saisit l'ouverture. Voyons la faire sur du mouvement. Il se dirigea vers le panneau de contrôle du stand, les doigts suspendus au-dessus de la séquence d'activation du système de cible mobile. Trajectoire aléatoire, vitesse variable, le standard de qualification des opérations spéciales. Ce n'était pas une proposition. La foule se pencha en avant, flairant le sang. Rhys jeta un regard au rail de cible, puis à McCall, puis aux visages avides qui l'entouraient. Elle aurait pu refuser. Elle aurait dû refuser. Chaque règlement justifiait un retrait immédiat. Au lieu de cela, elle attrapa d'autres munitions.
Le système de notation électronique du stand affichait les données en temps réel sur des tablettes fixées à chaque poste. Des appareils durcis, conçus pour résister à la poussière, à la chaleur, aux vibrations incessantes des tirs. Une technologie pensée pour les observateurs avancés en zone de combat, capables de calculer vitesse du vent, humidité et correction balistique avec une précision inaccessible au matériel civil. Tous les tireurs sérieux du site connaissaient la vérité. Des données fiables faisaient la différence entre un impact et un échec, entre une mission réussie et des sacs mortuaires. Reese reprit position tandis que McCall activait le système. 5 cibles se mirent à danser dans un chaos calculé, avançant à des vitesses différentes sur des trajectoires imprévisibles. 3 tirs, 3 impacts mortels. Les cibles tombèrent si vite que les spectateurs eurent du mal à déterminer laquelle avait chuté en premier. Marisol Vega expira lentement. Sainte Miséricorde, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de l'entraînement. C'est autre chose. Le silence qui suivit n'avait plus rien de moqueur. Il était chargé d'incertitude. Victoria Langford n'était pas devenue lieutenant-commandante en acceptant la défaite avec élégance. Elle récupéra une carte tactique dans le bureau du stand et la déploya sur la table d'inspection avec un soin presque cérémoniel. Une adresse de tir. Acceptable, concéda-t-elle. Le mot acceptable tomba comme une gifle. Mais tirer sur des cibles ne fait pas un tireur d'élite. Les vrais opérateurs prennent des décisions tactiques sous pression. Ils lisent le terrain. Ils planifient l'approche et l'extraction. Son ongle manucuré tapota la carte. Calculer un tir depuis cette position. Intégrer l'élévation, le corridor de vent et une route de repli. Montrez-moi ce que vous comprenez la différence entre appuyer sur une détente et mener une mission. Le défi resta suspendu dans l'air, lourd de sous-entendus. Ce n'était plus une question de tir. C'était une tentative de remettre l'employé de l'armurerie à sa place. Reese s'approcha de la carte. Ses yeux parcoururent le relief pendant peut-être 5 secondes, puis elle saisit le feutre de marquage. Position primaire ici. Un petit X apparut sur une crête surélevée, offrant à la fois dissimulation et ligne de tir dégagée. Position primaire ici. Repli secondaire là. Un second marquage indiquait un point de déplacement rapide si la position initiale venait à être compromise. Point d'extraction ici. Un troisième tracé dessinait un itinéraire contournant les goulets d'étranglement évidents tout en maximisant la couverture. La position principale permet un engagement à 1200 yards, avec un camouflage naturel fourni par la formation rocheuse. La secondaire ajoute 200 yards, mais au détriment de la stabilité. L'extraction utilise le lit asséché de la rivière pour masquer le mouvement à la sortie. Sa voie restait plate, clinique, totalement dépourvue d'émotion. Le corridor de vent suit un axe sud-ouest-nord-est à cette altitude, environ 8 à 12 nœuds selon les schémas saisonniers. L'humidité est plus faible le matin, ce qui réduit la chute de balles d'environ 8 mm à distance maximale. Ronald Pierce arracha presque la carte de la table. Ses yeux parcouraient les annotations avec une incrédulité grandissante. Ce n'étaient pas des solutions de manuel. Ce n'étaient pas des théories de salle de classe récitées par quelqu'un qui avait appris par cœur la doctrine. C'étaient les réponses d'une opératrice qui avait planifié et exécuté de vraies missions, de quelqu'un qui comprenait le terrain parce que des vies en avaient dépendu. Où avez-vous appris ces RCIA ? La question lui échappa avant qu'il puisse la retenir. Reese soutint son regard. Sur le terrain. Pendant ce temps, Evan McCall faisait défiler des données sur sa tablette, lançant une vérification d'antécédents, cherchant désespérément une explication rationnelle à l'irrationnel. « J'ai quelque chose », annonça-t-il enfin, un soulagement évident dans la voix. D'après ça, elle était instructrice en tir de précision à Ravenwood Training Facility il y a 5 ans. Il hocha la tête. Voilà qui explique ses résultats. La tension se relâcha légèrement dans la foule. Mystère résolu. L'employé de l'armurerie avait reçu une vraie formation. Peu courant pour du personnel de soutien, mais pas impossible. Mais Marisol Vega n'était pas convaincue. Les instructeurs de Ravenwood ne tirent pas comme ça, déclara-t-elle assez fort pour être entendue. J'ai travaillé avec les meilleurs, ils sont excellents, vraiment excellents. Elle secoua lentement la tête. Mais ça, c'est autre chose. Reese attrapa un chiffon pour essuyer le Barrett.
En relevant le bras, la manche glissa le long de son avant-bras, révélant une cicatrice qui s'étendait du poignet presque jusqu'au coude. La peau était pâle, irrégulière, marquée par ce dessin caractéristique que ne laissent ni les accidents industriels, ni les blessures d'entraînement. Elaine Porter la remarqua immédiatement. Les personnels médicaux développent un œil particulier pour les blessures, et ce qu'elle voyait ne collait à aucune version bénigne. C'était un traumatisme de combat, la signature d'un IED, de la fragmentation, le genre de blessure gagnée dans des endroits où la paperasse passe après la survie. Cette cicatrice, murmura Hélène à Megan Ruiz, la médecin de service. Elle ne vient pas d'ici. Elle vient d'un endroit chaud. Cole Harrigan l'avait remarqué lui aussi. Son attitude agressive se fissura à peine, juste assez pour laisser passer le doute. La cicatrice racontait une histoire qu'il n'avait pas anticipée. Elle compliquait le récit simple d'une employée de soutien qui dépassait ses limites. Mais admettre le doute, c'était admettre avoir eu tort. Et Harrigan ne se trompait jamais. « Très bien », concéda-t-il, visiblement à contre-cœur. « Disons que vous avez une formation. » Il se rapprocha, utilisant sa masse pour compenser une assurance qui vacillait. « Ça ne veut pas dire que vous avez votre place sur ce stand, ni que vous avez gagné le droit de tirer aux côtés de véritables opérateurs. En combat réel, les gens ripostent. Les cibles ne tombent pas et ne restent pas à terre. Elles bougent, elles se cachent. Elles essaient de vous tuer avant que vous ne les tuiez. » Il la poussa à l'épaule, un geste calculé pour provoquer. Reese ne recula pas, ne broncha pas. Ses yeux croisèrent les siens avec une immobilité absolue, profondément déplacée pour quelqu'un censé être à sa place hiérarchique. La plupart des gens, face à un supérieur agressif 2 fois plus imposant, manifestèrent quelque chose. Peur, colère, soumission. Reese ne manifesta rien. Le vide dans son regard gris portait la marque de quelqu'un qui avait affronté des réalités rendant Harrigan insignifiant par comparaison. « Vous avez terminé ?» demanda-t-elle. La question aurait dû sonner modeste. Elle tomba comme un défi. Tyler Brooks, toujours en train de filmer, sentit l'occasion de se rendre utile aux yeux dégradés. Il s'avança avec l'empressement cruel de quelqu'un qui n'a pas encore compris que la méchanceté revient presque toujours frapper son auteur. « On devrait peut-être vérifier son casier », suggéra-t-il, du personnel de soutien qui s'incruste sur des zones restreintes, qui montrent des compétences qu'elle ne devrait pas avoir. Ça me paraît suspect. Peut-être qu'elle cache d'autres choses. L'idée fit son chemin. Pierce hocha brièvement la tête. Ce n'est pas une précaution déraisonnable, vu les irrégularités. 20 minutes plus tard, Brooks revint avec une boîte en bois qu'il portait comme un trophée. Il la posa sur la table d'inspection avec un sens du théâtre assumé, puis en souleva le couvercle. « Arme personnelle », annonça-t-il triomphalement, « dans une installation militaire. Je suis presque sûr que ça enfreint une 50aine de règlements. À l'intérieur reposait un pistolet personnalisé, dont les modifications trahissaient un travail de niveau professionnel, loin de l'amateurisme. En dessous, un vieux compas en laiton, lisse à force d'avoir été manipulé pendant des années. Partiellement dissimulé sous un tissu plié, le coin d'une photographie était visible. Eh bien, Victoria Langford ne cacha pas sa satisfaction. Elle savait qu'une petite chasse au secret était sur le point de débuter. « On dirait que quelqu'un a bien gardé des secrets », dit-elle en affichant un sourire qui tranchait l'air. « Des armes non autorisées sur la base. Ce n'est pas juste un avertissement, c'est potentiellement un crime. » Ronald Pierce jeta un coup d'œil à la pile de papiers d'assurance sur son bureau. Les polices spécialisées pour les entrepreneurs militaires et les vétérans en transition vers la vie civile étaient devenus une pratique courante. Les plans de primes offraient donc des avantages que les polices classiques ne pouvaient égaler. Couverture pour des exercices d'entraînement à haut risque, option d'invalidité pour les blessures liées au service, acceptation garantie indépendamment de l'historique des déploiements. Pour les gens dans ce milieu, une protection financière appropriée n'était pas seulement conseillée, c'était une question de survie. Il repoussa cette pensée et se concentra sur la boîte. Reese Holloway avait les yeux fixés sur la photo à l'intérieur, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, une émotion sincère traversa ses traits. Douleur, perte, quelque chose qui échappait à toute catégorisation facile. Puis cela disparut,
enfermé derrière des murs qui avaient clairement été érigés depuis longtemps. C'est à ce moment-là que Admiral Henry Whittaker arriva. Son SUV noir avait été garé près du stand de tir depuis quelques minutes, mais il avait attendu d'entrer jusqu'à ce que la situation se développe un peu plus. Les liaisons du Pentagone avaient appris la patience comme exigence professionnelle. « Je cherche quelqu'un », annonça-t-il en traversant la foule avec l'assurance de quelqu'un qui avait plus d'autorité que tout le monde réuni ici. Les regards se tournèrent tous vers Rhys Holloway. « Lieutenant-commandant, je crois que nous avons trouvé votre personne », dit Victoria Langford, son sourire perçant. Avec des armes non autorisées et un total mépris pour le protocole. Hugo Castellano balaya la scène du regard, ses yeux s'attardant un instant sur la boîte en bois avant de se poser sur Rhys. Une expression difficile à lire traversa son visage. Puis, sans un mot, il passa à côté d'elle et se dirigea directement vers le bâtiment administratif. « Continuez, » dit-il d'une voix calme. « Je ferai mes enquêtes par les voies appropriées. » Ce moment de dénouement sans effet laissa place à une confusion palpable. Si le Pentagone recherchait l'employé de l'armurerie, pourquoi l'admiral ne l'avait-il pas salué ? « Fausse alerte, je suppose, » murmura Evan McCall. Mais Marisol Vega remarqua que Hugo s'était arrêté à la porte, se retournant brièvement avec une expression qui suggérait que l'histoire n'était pas aussi simple. Le téléphone de Ronald Pierce vibra avec un message entrant. Son visage, déjà sévère, se durcit encore. « L'amiral arrive », annonça-t-il. « Inspection dans 30 minutes. Tout doit être en ordre maintenant. » La nouvelle provoqua une onde de panique contrôlée parmi le personnel réuni. Les inspections de l'amiral étaient des événements qui pouvaient définir une carrière. La différence entre une présentation parfaite et une petite négligence pouvait signifier la différence entre une promotion et la stagnation. « Nettoyez ce bazar !» ordonna Pierce en désignant la table d'inspection et son contenu compromettant. « On réglera l'affaire de l'armurerie après le départ de l'amiral. » Mais le lieutenant Nathan Crowley menait sa propre enquête. Quelque chose n'était pas clair et sa curiosité l'avait poussé à accéder à la base de données du personnel. « C'est étrange », murmura-t-il en fixant son écran de tablette. « Quoi ?» demanda Marisol Vega en se penchant par-dessus son épaule. « Son dossier, je cherchais Rhys Holloway et le système m'a renvoyé une restriction d'accès. Niveau 5 d'habilitation requis. Niveau 5 ?» Les sourcils de Marisol se haussèrent. C'est l'habilitation de la communauté du renseignement. Contre-terrorisme, opération classifiée. Exactement, répondit Crowley en croisant son regard. Pourquoi une employée de l'armurerie aurait-elle un dossier protégé de niveau 5 ? C'est à ce moment-là que le sergent-chef Luke Maddox entra dans la zone de tir, son insigne de ranger de l'armée marquant son rôle de liaison du Joint Advanced Operations Command. Il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un à l'aise dans un environnement militaire. Son regard passa d'une activité à l'autre, jusqu'à se fixer sur une personne en particulier. Il s'arrêta net, sa couleur changeant avec une rapidité qui suggérait une maladie soudaine ou un choc profond. Rhys l'avait remarqué, elle aussi. Leurs regards se croisèrent à travers 10 mètres de sol poussiéreux. Et dans ce bref échange, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, histoire, émotions complexes que ni l'un ni l'autre ne semblaient prêts à affronter publiquement. Maddox se reprit le premier, forçant ses pieds à avancer à nouveau. Mais sa trajectoire avait changé. Il s'éloigna de Rhys, se dirigeant précipitamment vers le bâtiment administratif. « Vous la connaissez » demanda Marisol Vega. « Non » répondit-il trop rapidement. « Jamais vu avant. » Ses mains tremblaient. Clover Noin, la jeune stagiaire de l'armurerie qui avait suivi Rhys pendant le dernier mois, accourut vers la confrontation, visiblement perturbée. « Ma'am, dit-elle essoufflée en s'adressant à Rhys. « Ils ont trouvé quelque chose dans votre casier. Le chief Harrigan dit qu'elle... » Elle s'arrêta, la bouche ouverte. À ce moment-là, Harrigan émergea de l'armurerie, tenant à nouveau la boîte en bois. On dirait qu'on n'a pas encore terminé ici. L'incertitude de Cole Harrigan s'était transformée en une agressivité renouvelée. Maintenant, il avait des preuves. Maintenant, il avait des leviers. Armes personnelles, photographies mystérieuses, un dossier personnel qui nécessite une habilitation de renseignement pour y accéder. Il posa la boîte et sortit le compas en laiton, le tenant haut pour que tout le monde puisse l'examiner. Ce n'est pas du matériel de soutien. C'est de l'équipement opérationnel.
Hugo Castellano était revenu, attiré par l'agitation. Son regard se fixa sur le compas avec une intensité soudaine. « Attendez !» Il s'avança, tendant la main pour prendre l'objet. Harrigan lui céda le compas à contre-cœur, observant le capitaine du Pentagone l'examiner avec un étonnement croissant. « C'est du matériel de la Joint Special Operations Command », dit Hugo d'une voix calme. « Ce genre de choses n'est pas distribué comme souvenir, il est attribué à des membres spécifiques pour des missions précises. » Il tourna alors son regard vers Rhys avec des yeux ne la regardant plus de la même manière. « Où avez-vous trouvé ça ?» Avant que Rhys ne puisse répondre, la patience de Victoria Langford se brisa enfin. « Ça suffit avec ces bêtises. » Elle s'avança, attrapant le col de Rhys avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face aux conséquences réelles de ses actes. « Tu vas nous dire qui tu es vraiment, maintenant, où je m'assure personnellement que tu passeras la prochaine décennie à regretter cette petite comédie. » Sa main se referma sur le tissu. Ce qui se passa ensuite fut trop rapide pour que la plupart des observateurs puissent réagir. En un instant, Langford était en train de saisir. Dans le suivant, elle haletait, son poignet coincé dans une prise qui semblait être apparue de nulle part. Son bras se tordit à un angle qui envoya une douleur fulgurante jusqu'à son épaule. Technique de combat rapproché, exécution parfaite, la réponse d'un muscle entraîné pendant des années. Rhys la relâcha presque immédiatement, s'écartant de quelques pas, les mains levées dans un geste de non-agression. Mais le mal était fait. Tout le monde avait vu. « Tu as agressé un officier », dit Langford en se frottant le poignet. « Ça, c'est un tribunal militaire. C'est la prison. »« C'est toi qui m'as attrapé en première », répondit Rhys d'un ton calme. « J'ai répondu à un contact physique avec une force proportionnelle. » « Force proportionnelle ?» Harrigan éclata de rire. « Où est-ce qu'une employée de l'armurerie apprend à bouger comme ça ?» La réponse devint visible une seconde plus tard. Dans la lutte, le col de Rhys s'était déchiré. Pas de façon spectaculaire, mais assez pour exposer son épaule gauche. Et là, tatouée sur sa peau avec la permanence de l'identité elle-même, se trouvait une image qui fit stopper tout le monde autour d'elle dans son souffle. Un crâne portant une capuche tactique, 2 fusils de précision croisés derrière lui, et en dessous, dans des lettres destinées uniquement à ceux qui savaient ce que cela signifiait, Devgru Sniper Cell, Wraith. Personne ne parla, personne ne bougea. La chaleur de l'après-midi pesait lourdement sur le stand de tir, mais personne ne semblait la ressentir. Marisol Vega brisa le silence en premier, sa voix à peine un souffle. Ghost Reaper, ce groupe n'existe pas, c'est un mythe, une histoire qu'on raconte à l'école des Seals pour séparer les rêveurs des réalistes. Wraith, souffla Ronald Pierce, les mots semblant lui coûter. Le Wraith 47 confirmé, ce n'est pas possible. Wraith est censé être mort. La voix de Rhys fendit le murmure comme une lame dans le brouillard, froid, certain, portant le poids de quelqu'un qui avait entendu cette hypothèse des dizaines de fois avant. Les rapports de ma mort étaient stratégiques. Le silence qui suivit dura exactement 3 secondes. Puis, le monde changea. Le convoi arriva avec la précision d'une chorégraphie militaire. 3 véhicules portant les marquages du transport des officiers supérieurs. Avant même que les véhicules ne soient complètement arrêtés, les portes semblaient s'ouvrir et le personnel se précipita dans toutes les directions. Le Rear Admiral Solomon Crawford sortit du véhicule de tête, l'aura d'un homme qui avait commandé le respect pendant tellement d'années que cela était devenu une partie de son essence. 3 étoiles, des décennies de service, une réputation qui le précédait dans chaque pièce où il entrait. Son regard se fixa sur une seule personne et ne vacilla pas, même lorsqu'il traversa le sol du stand de tir. Il s'arrêta directement devant Rhys Holloway, l'employé de l'armurerie, le personnel de soutien anonyme, la femme que tout le monde avait passé l'heure précédente à ignorer, à se moquer et à tenter d'humilier. Le silence s'étira, interminable. Puis, Rear Admiral Solomon Crawford, en tant qu'officier 3 étoiles à l'apogée de la réussite navale, leva la main en salut officiel. « Master Chief Whitmore », dit-il d'une voix qui traversa tout le stand de tir avec une clarté cristalline, s'assurant que chaque personne présente l'entendrait et comprendrait. « C'est un honneur. » La réaction se propagea en vagues de choc, comme une explosion. Les genoux de Cole Harrigan se dérobèrent.
Il attrapa la table d'inspection pour se soutenir, son visage changeant trop vite d'expression pour être comptabilisé. Choc, déni, horreur, compréhension. « Master Chief » répéta-t-il, les mots à peine audibles. « C'est une Master Chief, E9. C'est le plus haut rang de sous-officier dans les forces spéciales. » Victoria Langford était devenue pâle comme neige fraîche. Sa main, celle qui avait agrippé le col d'un héros décoré quelques minutes plus tôt, tremblait visiblement contre son flanc. Evan McCall resta bouche bée, son esprit apparemment insuffisamment rapide pour comprendre l'ampleur de ce qui venait de se produire. Ronald Pierce, avec ses 15 années d'expérience et de fierté, se redressa instantanément et salua sans même y penser, la mémoire musculaire prenant le dessus sur l'incrédulité. Le téléphone de Tyler Brooks glissa de ses doigts inertes, tombant dans un bruit sourd contre le béton. L'écran affichait les vignettes des photos qu'il avait prises, celles destinées à ridiculiser, à humilier. Autour de lui, 25 Navy SEAL, des hommes qui avaient consacré leur carrière à se préparer aux missions les plus dangereuses imaginables, restaient figés. Aucune formation, aussi exigeante soit-elle, ne les avait préparés à la révélation qui se déroulait sous leurs yeux. Marisol Vega essuya les larmes qui coulaient sur ses joues, sans la moindre gêne. « Je le savais », murmura-t-elle. « Je savais qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. » Depuis l'embrasure de la cantine, Walt Keegan hocha lentement la tête. Son expression portait cette satisfaction tranquille propre à ceux qui ont gardé un secret trop longtemps et voient enfin la vérité éclater au grand jour. Il l'avait su dès l'instant où Reese Holloway avait mis les pieds sur cette base 6 mois plus tôt, dès qu'elle avait accepté un poste si dérisoire au regard de ses capacités que cela en devenait presque absurde. Il l'avait su. Master Chief Reese Holloway, poursuivit l'amiral Solomon Crawford, son salut toujours maintenu. Cellule de tireurs d'élite Dove Gru, indicatif Wraith, 47 éliminations confirmées, 3 Silver Stars, 2 Purple Hearts, opération dans 6 pays, dans des conditions qui restent classifiées à ce jour. Chaque mot semblait flotter dans l'air comme un objet tangible, ajoutant du poids à une prise de conscience déjà écrasante. Tous, sans exception, s'étaient lourdement trompés. Luke Maddox réapparut à la lisière de la foule. Sa fuite précédente était oubliée. Sa voix tremblait lorsqu'il parla. Kandahar, 2004. Opération Iron Dusk. Il fit un pas en avant. Des larmes coulaient librement sur ses joues. Vous avez sauvé toute mon équipe. On ne vous a jamais vu. On n'a jamais su qui nous avait sortis de cet enfer, mais je me souviens des tirs. Il inspira difficilement. 6 cibles neutralisées en moins de 4 secondes. Depuis une crête dont on ignorait même l'existence. Il se mit au garde à vous et salua. J'ai passé 10 ans à me demander qui remercier. 10 ans à porter cette dette. L'expression de Reese vacilla. Une fraction de seconde seulement. Quelque chose d'humain perça le masque professionnel, puis tout se referma. « Vous avez survécu », dit-elle simplement. C'est tout ce qui compte. La plateforme d'observation était devenue une galerie de honte. Chacun de ceux qui avaient ricané, minimisé ou provoqué la discrète employée de l'armurerie se retrouvait désormais face à l'ampleur de son erreur. Les yeux d'Emily Nolan étaient écarquillés, son jeune visage illuminé par la stupeur émerveillée de quelqu'un qui rencontrait une légende vivante. Daniel Cross murmura quelques mots sur les méthodes d'entraînement d'Evguru. Ses soupçons initiaux venaient d'être confirmés au-delà de tout doute raisonnable. Adrian Morales s'était légèrement écarté, réévaluant tout ce qu'il croyait savoir de la femme qu'il avait été chargé de retrouver. Enfin, l'amiral Crawford abaissa son salut. Son regard ne quitta jamais Reese. « Est-ce que quelqu'un souhaite m'expliquer, dit-il d'une voix glaciale, ce que j'ai exactement observé à mon arrivée ?» Il marqua une pause. Parce que de mon point de vue, il semblait qu'une Master Chief des forces spéciales était physiquement agressée par une lieutenant-commandante, pendant que des sous-officiers supérieurs regardaient sans intervenir. Personne ne répondit. Le silence devint douloureux. « Je vois. » La déception de Crawford était pire que la colère. « Que ce soit clair, reprit-il. Ce qui s'est produit ici aujourd'hui est une honte pour l'uniforme, une honte pour le service et une honte pour l'héritage de tous ceux qui ont porté ces insignes avec honneur. » Il se tourna vers l'assemblée,
Sa présence semblait remplir tout le stand de tir. La Master Chief Holloway a choisi de servir dans une fonction très en dessous de ses qualifications. Elle a choisi l'anonymat plutôt que la reconnaissance. L'invisibilité dans un monde qui célèbre l'exposition. Sa voix se durcit. Et vous avez répondu à ce choix par le mépris, la moquerie et l'agression physique. Cole Harrigan parvint à se redresser, mais toute sa bravade avait disparu. Amiral, nous ne savions pas exactement... Vous ne saviez pas, le coupa Crawford. Vous avez supposé. Vous avez jugé. Vous avez décidé que l'apparence et la fonction d'une personne suffisaient à définir sa valeur. Il secoua lentement la tête. Ce genre de raisonnement tue des gens. Dans un autre contexte, cela aurait pu sonner comme une réflexion abstraite. Ici, entouré d'opérateurs dont la survie dépend d'une évaluation juste, l'impact fut physique. Il y aura des conséquences, poursuivit-il. Mention formelle dans les dossiers. Réaffectation lorsque nécessaire. Et formation obligatoire sur le respect fondamental dû à chaque membre du service, quel que soit son poste apparent. Puis il se tourna vers Reese, son expression s'adoucissant imperceptiblement. Master Chief, marchez avec moi. Ils s'éloignèrent du groupe. Leur échange resta privé, mais leur langage corporel parlait de lui-même. Crawford expliquait. Reese écoutait. À un moment, elle secoua la tête. À un autre, elle sembla poser une question. La réponse de l'amiral la rendit soudain immobile. Adrian Morales observait la scène avec un intérêt évident. Sa mission initiale prenait soudain tout son sens. Lorsqu'ils revinrent vers le groupe, Crawford s'adressa une dernière fois à l'assemblée. « Je suis venu aujourd'hui pour une inspection. Ce que j'ai trouvé avait bien plus de valeur que n'importe quel rapport de conformité. » Il croisa chaque regard. La Master Chief Holloway incarne ce que signifie réellement servir. Pas la reconnaissance, pas la gloire, pas l'accumulation de grades et de décorations. Il marqua une pause. Servir, c'est faire ce qui doit être fait. Que quelqu'un le sache ou non. Il marqua une pause, laissant les mots s'ancrer. Souvenez-vous de cette journée. Souvenez-vous à quel point vos certitudes peuvent être fausses. Et souvenez-vous que la personne silencieuse qui nettoie vos armes ou classe votre matériel pourrait être l'opératrice la plus dangereuse et la plus décorée que vous rencontrerez jamais. L'amiral quitta le stand avec la même précision qui avait accompagné son arrivée, laissant derrière lui une installation remplie de militaires tentant d'assimiler ce qui venait de se produire. Cole Harrigan se retrouva face à Reese Holloway, sans savoir comment commencer. Son agressivité précédente lui paraissait désormais puérile. Une posture vide, celle de quelqu'un qui n'avait jamais réellement compris ce que signifiait être un guerrier. « Master Chief, Il avala difficilement sa salive. « Je n'ai pas de mots. Je vous ai manqué de respect de toutes les façons possibles. Je vous ai rabaissé, je vous ai touché. J'ai remis en cause vos capacités alors que j'aurais dû vous demander d'apprendre auprès de vous. » Reese le fixa de ses yeux gris pâle. Le silence s'étira, jusqu'à devenir presque insupportable. « Redresse-toi. » Cole réalisa alors qu'il était encore à moitié accroupi, comme si son corps avait tenté de s'agenouiller sans l'accord de son esprit. « Un cil ne s'agenouille pas, » poursuivit Reese. « Tu ne t'inclines que devant le drapeau. Et ce qu'il représente. Souviens-t'en. » Elle fouilla dans la poche de son pantalon de combat usé et en sortit un petit objet métallique, une challenge coin, rayée et ternie par des années de manipulation. L'emblème représentait un crâne de Ghost Reaper, surmonté d'un réticule. Elle appartenait à mon spotter. Sa voix portait une dureté nouvelle. Il n'est pas revenu de notre dernière mission ensemble. Elle déposa la pièce dans la paume de Cole. Garde-la. Souviens-t'en. La prochaine fois que tu jugeras quelqu'un sur ce que tu vois en surface, pense à tout ce qui peut se cacher en dessous. Cole contempla la pièce comme si elle pouvait le brûler. D'une certaine manière, c'était le cas. Tout un héritage, tout un sacrifice condensé dans un simple cercle de métal. « Oui, Master Chief, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je m'en souviendrai, je vous le promets. » Autour d'eux, le stand recommençait lentement à ressembler à un environnement normal. Mais quelque chose avait irrémédiablement changé. Les gens se déplaçaient avec une conscience différente, échangeant des regards nouveaux, se demandant quels secrets pouvaient bien se cacher derrière des visages familiers.
Walt Keegan sortit de la cantine avec un plateau de café, les distribuant avec l'aisance acquise par des décennies d'habitude. Lorsqu'il arriva devant Rhys, il s'arrêta. « Je me suis dit que tu en aurais besoin. » Il lui tendit un gobelet, la vapeur s'élevant en spirale paresseuse. Ça faisait longtemps que quelqu'un ne t'avait pas obligé à travailler aussi dur pour rester invisible. « Tu savais, » dit Rhys, « ce n'était pas une question. »« J'ai reconnu ta façon de tirer dès la première semaine, » répondit Walt. « Ce rythme, cette précision. Je n'ai vu ça qu'une seule fois auparavant, en 2007, lors d'un exercice conjoint dans la zone Pacifique. » Il sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. « Je n'oublierai jamais avoir vu un fantôme démanteler toute une position ennemie sans que personne ne sache d'où venaient les tirs. Il y a beaucoup de fantômes dans ce monde, mais pas comme toi. » Il posa son plateau. « Les vieux guerriers se souviennent, Rhys. On se souvient toujours. » Son téléphone sonna. Lorsqu'il répondit, son expression glissa vers quelque chose mêlant surprise et respect. « C'est pour toi, » dit-il en lui tendant l'appareil. « Un vieil ami veut te dire bonjour. » Rhys prit le téléphone et le porta à son oreille. Ce qu'elle entendit lui fit fermer brièvement les yeux. Une émotion traversa son visage avant d'être contenue. « Connor, » murmura-t-elle. « Ça fait longtemps. » La voix à l'autre bout n'était audible que pour elle, mais Walt capta quelques fragments. Des histoires de vieilles dettes, de fantômes qui ne reposent jamais vraiment. Quand l'appel prit fin, Rhys rendit le téléphone sans un mot. Mais sa main, restée ferme pendant toute la journée, trembla légèrement lorsqu'elle s'en détacha. Adrian Morales s'approcha avec la prudence calculée de quelqu'un qui attendait le bon moment. « Master Chief, maintenant que la situation est un peu plus claire, peut-être pourrions-nous parler de la véritable raison pour laquelle le Pentagone m'a envoyé ici. » Le regard de Rhys se fit plus dur. Je pensais qu'il s'agissait d'une inspection de site, entre autres. Adrian jeta un coup d'œil autour d'eux, puis baissa la voix. Une situation se développe à l'étranger. Un enlèvement. Rhys resta immobile. La victime est la fille de quelqu'un avec qui vous avez servi. Quelqu'un qui n'est jamais rentré. La tasse de café s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. La fille de Daniel Webb. Adrian hocha lentement la tête. Enlevée il y a 3 jours. Aucune demande de rançon. Aucun contact. Juste disparu. Daniel est mort. Oui. Mais vous, non. Il soutint son regard. Et vous êtes la seule personne encore en vie à connaître cette région assez bien pour y évoluer sans soutien officiel. Son expression trahissait le poids de la demande qu'il s'apprêtait à formuler. Le Pentagone ne peut pas officiellement autoriser une opération de sauvetage. Trop de complications politiques. Mais officieusement, ils sont prêts à fournir des ressources à quelqu'un qui opérerait de manière indépendante. Rhys posa sa tasse avec une précision presque chirurgicale. « Sa fille, » répéta-t-elle. « Quel âge ? » 17 ans. Le chiffre resta suspendu entre eux. « Où ? » Dans la région du Levant Nord, près de la zone frontalière anatolienne. Un secteur que vous avez cartographié pendant l'opération Iron Dusk. La mâchoire de Rhys se contracta. La mission qui avait coûté la vie à Daniel. La mission qui lui avait valu sa 3e Silver Star et les cicatrices qui la lançaient encore lorsque le temps changeait. La mission qui revenait hanter ses nuits quand le sommeil refusait de venir. J'aurai besoin d'équipements, de transport et de renseignements à jour. Tout sera fourni. Adrian Morales s'autorisa un léger sourire. Les amiraux ont déjà signé votre réintégration en service actif. Effet immédiat. À l'autre bout du stand, ceux qui avaient y passé l'après-midi à apprendre l'humilité observaient, silencieux, la transformation de l'employée discrète de l'armurerie en quelque chose de tout à fait différent. Marisol Vega rejoignit Luc Maddox, resté à l'écart depuis sa confession émotive. « Que s'est-il vraiment passé à Kandahar ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tu as dit qu'elle avait sauvé ton équipe, mais il y a autre chose. » Luc resta silencieux un long moment. « On était cloués au sol, » finit-il par dire. « Une embuscade dans une vallée censée être sûre. 18 hostiles, lourdement armés, positionnement parfait. » Il déglutit. « On a perdu 2 hommes dans les 30 premières secondes. Les autres, on attendait de mourir. » Il inspira profondément. Puis,
Les tirs ont commencé. Pas depuis les positions ennemies, depuis quelque part qu'on n'arrivait pas à identifier. Un par un, ils sont tombés. Des tirs parfaits. Des tirs impossibles. Quand tout a été terminé, chaque hostile était à terre. Et on n'a jamais vu le tireur. Et tu penses que c'était elle ? Je n'en doute pas une seconde. Sa certitude était absolue. Après coup, on a fouillé la zone. On a trouvé une position sur une crête qui n'aurait jamais dû être accessible. Une seule douille tirée. Il marqua une pause. Et gravé dans la roche, presque invisible, sauf si on savait quoi chercher. Un mot. Lequel ? Wraith. Le soleil de l'après-midi amorçait sa descente vers l'horizon occidental, projetant de longues ombres sur le stand de tir. La foule s'était clairsemée. Chacun était retourné à ses tâches, emportant avec lui un poids nouveau, celui de la compréhension. Emily Nolan trouva Rhys près de l'armurerie. Elle récupérait ses effets personnels dans le casier fouillé sans autorisation. « Master Chief » dit la jeune femme d'une voix légèrement tremblante. « Je sais que ce n'est probablement pas approprié, mais je dois vous demander, est-ce que vous m'apprendrez » Rhys s'arrêta. « T'apprendre quoi ?»« Tout. N'importe quoi. » Les yeux d'Emily brillaient de l'espoir ardent de la jeunesse. « Je veux être comme vous. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Rhys, une nuance presque maternelle. « Non, » répondit-elle doucement. « Tu ne veux pas être comme moi. » Elle posa une main sur son épaule. « Le chemin que j'ai suivi laisse des cicatrices qui ne guérissent jamais, et des souvenirs qui ne disparaissent pas. » Puis, avec un léger sourire, « Mais je peux t'apprendre à devenir la meilleure version de toi-même. » Ça vaut bien plus que n'importe quelle légende. Emily hocha la tête, les larmes au bord des cils. « J'aimerais ça. Bien. » La main de Rhys serra brièvement la sienne avant de se retirer. « Quand je rentrerai, on commencera ton vrai entraînement. Quand vous rentrerez, il y a quelque chose que je dois faire avant. Quelqu'un a besoin d'aide. » La jeune femme ne posa pas de questions. Dans ce monde, certaines réponses n'étaient pas à demander. Jordan Tate, la recrue la plus récente de l'installation, observait la scène à distance. Assise dans un coin tranquille, carnet sur les genoux, elle notait frénétiquement ses pensées, comme si le sens pouvait lui échapper à tout instant. « Aujourd'hui, j'ai appris à quoi ressemble un vrai héros, » écrivit-elle. Pas bruyant, pas vaniteux, juste une force silencieuse, une force qui n'a pas besoin de reconnaissance, parce qu'elle connaît déjà sa valeur. Elle referma son carnet, tandis que les ombres s'allongeaient, emportant cette compréhension nouvelle vers l'avenir qui l'attendait. Le soir était tombé sur le stand lorsque l'amiral Crawford revint, cette fois seul. Il trouva Rhys près de la même voie de tir où cette journée hors norme avait commencé. Son regard était fixé sur la cible lointaine à l'origine de tout. « Le briefing du Pentagone, » dit-il sans préambule. « Vous comprenez mieux que quiconque les risques. Et vous savez que j'y vais quand même, ce n'était pas une question. Daniel Webb m'a sauvé la vie 2 fois avant la mission qui l'a tué. Sa voix portait le poids particulier des dettes qu'on ne peut jamais rembourser. Si sa fille est en danger, il n'existe aucune force sur cette terre capable de m'empêcher d'essayer de l'aider. » Crawford hocha lentement la tête. « Je n'attendais rien d'autre. » Il sortit un document plié de la poche de son uniforme. « Vos papiers de réintégration. Master Chief Rhys Holloway, officiellement réactivé. » Elle les prit sans les déplier. « Merci, amiral. Ne me remerciez pas trop vite. Ce que vous êtes sur le point de faire pourrait mettre fin à votre carrière. À votre carrière, si ça tourne mal. Et à bien plus encore. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ma carrière s'est terminée il y a longtemps. » Un pâle sourire traversa son visage. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une façon de tuer le temps. Crawford l'observa un instant, voyant au-delà des apparences, jusqu'à la guerrière qu'elle était encore. « Vous savez ce que j'ai le plus admiré dans les rapports sur Wraith ?» Il marqua une pause. Les éliminations confirmées étaient impressionnantes. Les décorations aussi. Mais ce qui m'a réellement frappé, c'est ce que vous n'avez jamais fait. Vous n'en avez jamais parlé. Vous n'avez jamais utilisé votre réputation. Jamais cherché à en tirer avantage. » Il secoua lentement la tête. « Dans un monde obsédé par la reconnaissance, vous avez choisi l'invisibilité. » Il soupira. « Ça demande une force que peu de gens développent. Un silence.
ou une lassitude tout aussi profonde. L'aveu resta suspendu entre eux. Quoi qu'il en soit, conclut Crawford, vous avez gagné le droit de faire vos propres choix. Bonne chance, Master Chief, et revenez vivante. C'est le plan. Il repartit aussi discrètement qu'il était venu, laissant Rhys seule avec la lumière déclinante et les souvenirs qu'elle charriait. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit sans hésiter. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut que le silence au bout du fil. Puis une voix parla, familière d'une manière qui lui glaça le sang. « Bonjour, Wraith. » Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue dans ses cauchemars pendant 10 ans. Elle avait pleuré son propriétaire lors de cérémonies discrètes et d'un deuil solitaire. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Tu es mort. Toi aussi, tu l'étais. Autrefois. » La voix portait une pointe d'amusement sombre. « Ghost Reaper ne meurt pas facilement. Tu le sais aussi bien que moi. » « Qui est à l'appareil ? » ?»« Tu sais très bien qui je suis. La vraie question n'est pas qui. C'est pourquoi. » Un silence. Lourd de sous-entendus. « Il faut qu'on parle, Rhys. De ce qui s'est réellement passé à Kandahar. De la raison pour laquelle j'ai dû disparaître. Et de qui est vraiment responsable de la mort de Daniel Webb. » La ligne se coupa. Rhys resta immobile, le téléphone serré dans sa main. Son esprit s'emballa, revisitant des possibilités qu'elle ne s'était jamais autorisée à envisager. Si cette voix était réelle, si la personne à qui elle appartenait était encore en vie, alors tout ce qu'elle croyait depuis 10 ans, chaque hypothèse, chaque conclusion, chaque certitude patiemment construite, était faux. Et la vérité, quelle qu'elle soit, l'attendait encore dans l'ombre. Elle tourna les yeux vers le tarmac, où des hélicoptères de transport attendaient pour l'emporter vers l'inconnu. « Certains fantômes, » murmura-t-elle à l'intention du stand désert, « ne restent jamais enterrés. » Puis elle s'enfonça dans la nuit naissante, laissant derrière elle des questions sans réponse et une histoire loin d'être terminée. Les rotors de l'hélicoptère n'avaient pas encore fini de ralentir lorsque les bottes de Rhys touchèrent le tarmac. Son esprit était toujours prisonnier de cet appel impossible qui venait de fissurer 10 années de certitude. Autour d'elle, le joint Precision Warfare School vibrait encore de l'énergie résiduelle des révélations de la journée. Le personnel allait et venait, exécutant ses tâches avec une conscience nouvelle, absente 12 heures plus tôt. Mais avant qu'elle ne puisse se fondre dans la mécanique froide de la préparation opérationnelle, l'amiral Solomon Crawford intercepta sa trajectoire, avançant d'un pas décidé, celui d'un homme qui n'avait pas terminé. « Master Chief, un instant. » Ce n'était pas une demande. Ils marchèrent côte à côte vers le bâtiment administratif. L'air du soir portait une brise salée rappelant la proximité du Pacifique et les hauteurs de Fort Redstone. Aucun des deux ne parla avant d'atteindre l'intimité du bureau temporaire de Crawford. « Avant votre déploiement, » commença l'amiral en prenant place derrière un bureau encombré de dossiers, « certaines choses doivent être réglées. Le personnel impliqué dans l'incident d'aujourd'hui. Avec tout le respect, monsieur, répondit Rhys, j'ai des préoccupations plus urgentes que des susceptibilités froissées. Ce n'est pas une question de sentiment. La voix de Crawford se durcit. C'est une question d'échec institutionnel. D'une culture qui a permis à des opérateurs chevronnés d'humilier publiquement et d'agresser physiquement une camarade sans conséquence immédiate. Il se pencha en avant. Cette culture prend fin aujourd'hui. Rhys resta debout, droite comme un i, malgré une fatigue qu'elle refusait de reconnaître. « Qu'avez-vous en tête ?» Le premier maître, Cole Harrigan, est réaffecté. Effet immédiat. Crawford ouvrit un dossier. 6 mois au commandement de l'instruction de base. Il y enseignera aux recrues les fondamentaux qu'il semble avoir oubliés lui-même. Rhys inclina légèrement la tête. Cela paraît excessif. Un sourcil de l'amiral se leva. Il a posé les mains sur une Master Chief devant témoin. Le fait que vous ayez choisi de ne pas répondre par une force appropriée n'en diminue en rien la gravité. Elle réfléchit un instant. Il ne savait pas qui j'étais. C'est précisément le problème. Crawford secoua lentement la tête. Il vous a traité ainsi parce qu'il pensait que vous étiez sans pouvoir, sans statut. Quelqu'un qu'il pouvait intimider sans conséquence. Ce n'est pas un guerrier, c'est un prédateur qui ne respecte que la force qu'il peut voir. Nous n'avons pas besoin de prédateurs dans les équipes.
Nous avons besoin de leaders. L'analyse était sévère et juste. Rhys avait vu ce schéma se répéter toute sa carrière, des personnalités dominantes confondant l'agressivité avec la compétence, la domination avec le commandement. Quant à la lieutenant-commandante Victoria Langford, poursuivit Crawford, elle fait l'objet d'une enquête pour conduite indigne d'un officier. Son expression trahissait une satisfaction à peine dissimulée. Son agression à votre encontre constitue une violation grave du protocole militaire. Le JAG déterminera les sanctions appropriées. Elle m'a attrapé par le col, commença Rhys. Elle a saisi le col d'une héroïne de guerre décorée dans une tentative d'intimidation et d'humiliation, la coupa Crawford. L'intention compte autant que l'acte, parfois plus encore. Rhys se tut. Elle avait passé tant d'années à agir dans l'ombre, à mesurer la réussite en mission accomplie plutôt qu'en reconnaissance reçue, que le poids soudain de sa propre légende lui semblait étrange, presque inconfortable. « Et les autres ?» demanda-t-elle enfin. Evan McCall perd son admissibilité au prochain comité de promotion. Tyler Brooks est tenu de supprimer toutes les photos et vidéos, de vous adresser des excuses écrites formelles et de suivre une formation obligatoire sur le respect et l'éthique. Crawford marqua une pause. Ronald Pierce a demandé l'autorisation de démissionner. Cette dernière information l'a surpris. Pierce, corrigea-t-elle doucement. Il estime que son erreur de jugement est trop grave pour continuer à exercer un rôle de commandement. Ce n'est pas nécessaire, répondit Crawford. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai ordonné de rester et d'apprendre. L'amiral esquissa un léger sourire. Parfois, les meilleures leçons naissent de nos pires moments. Ronald Pierce a 15 années d'expérience précieuse. Je préfère le voir évoluer que fuir. La porte s'ouvrit sans prévenir. Adrian Morales entra, porté par l'urgence de quelqu'un qui apporte des informations sensibles. Amiral, Master Chief, nous avons du mouvement. Crawford lui fit signe de continuer. Les ravisseurs ont pris contact. Ils exigent l'extraction d'un prisonnier détenu par les autorités turques, un opérateur de niveau intermédiaire, lié à plusieurs réseaux terroristes régionaux. Une rançon par procuration, observa Rhys. Ils veulent qu'on fasse le sale boulot à leur place. Exactement. Officiellement, nous ne négocions pas avec les terroristes. Concrètement, cela signifie que la jeune fille a environ 72 heures avant qu'ils ne décident qu'elle vaut plus comme message que comme monnaie d'échange. L'évaluation clinique de l'espérance de vie d'une adolescente de 17 ans s'abattit dans la pièce comme un poids physique. « Transport ?» demanda Rhys, déjà ailleurs. « Prêt dès que vous l'êtes ?» Nous avons des moyens positionnés près de la frontière syrienne, des canaux non officiels, qui n'existent sur aucun registre. Adrian lui tendit une tablette contenant le briefing de mission. Tout ce que nous savons, localisation, composition des forces hostiles, route d'extraction possible. Rhys parcourut les données avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait assimilé des centaines de briefings similaires. Le terrain lui était familier, gravé dans sa mémoire par le sang, les sacrifices et les pertes qui revenaient la hantaient dans les moments de silence. J'aurais besoin de soutien. Des relais locaux qui connaissent la situation actuelle. C'est déjà en place. Une unité kurde qui a travaillé avec les forces américaines. Ils nous doivent quelques faveurs. Adrian hésita. Il y a autre chose. Les renseignements suggèrent que cet enlèvement n'était pas aléatoire. La jeune fille a été ciblée délibérément. À cause de Daniel ? Peut-être. Ou à cause de vous. L'implication s'imposa à Rhys avec un poids dérangeant. Si les ravisseurs connaissaient son lien avec Daniel Webb, assez pour utiliser sa fille comme appât, alors il ne s'agissait pas seulement d'une mission de sauvetage, c'était un piège. « J'y vais quand même », dit-elle avant que l'un ou l'autre n'énonce l'évidence. Crawford hocha lentement la tête. « Je n'en attendais pas moins. » Puis, délibérément, il abandonna le ton officiel. « Rhys, reviens. Quoi que tu découvres là-bas, quelles que soient les vérités qui émergent, reviens, vivante. » Ordre reçu, monsieur. Elle se tourna pour partir, mais la voix d'Adrian la retint sur le seuil. L'appel que vous avez reçu, celui qui vous a ébranlé. Vous voulez nous en parler ? La main de Rhys se posa sur le chambranle, son dos tourné aux deux hommes. Quelqu'un que je croyais mort pourrait ne pas l'être. Qui ? Je ne le sais pas encore.
Mais j'ai bien l'intention de le découvrir. Elle s'engagea dans le couloir, laissant derrière elle des questions sans réponse. La base avait changé pendant son entretien avec Crawford. La nouvelle des sanctions s'était propagée avec la rapidité propre aux rumeurs militaires, et l'air vibrait désormais d'une prise de conscience collective. Près de l'entrée de l'armurerie, Cole Harrigan se tenait immobile. Ses affaires personnelles étaient rangées dans un sac réglementaire. L'arrogance qui l'avait caractérisé quelques heures plus tôt avait disparu, remplacée par une réflexion authentique. « Master Chief », Rhys s'arrêta, sans parler. « Je sais que vous partez en mission. Je sais qu'aucun mot ne peut rendre ce que j'ai fait acceptable. » Il déglutit, visiblement ému. « Mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant. Ce que j'ai fait n'était pas seulement irrespectueux, c'était dangereux. » Il releva les yeux avec difficulté. « J'ai passé 12 ans à croire que seule la force comptait, qu'il fallait être bruyant, agressif, dominateur pour être efficace. » Il secoua la tête. « Aujourd'hui m'a montré à quel point j'avais tort. La personne la plus forte sur ce stand était celle qui parlait le moins. » Rhys le fixa longuement, évaluant la sincérité de son repentir. « La pièce que je t'ai donnée. » La main de Cole se porta instinctivement à sa poche. « Je l'ai. Mon spotter l'a gagnée à Al-Qaïm en 2004. Il m'a sauvé la vie en prenant une balle qui m'était destinée. » Sa voix se chargea de souvenirs impossibles à effacer. « Il a porté cette pièce pendant 8 ans. Puis Kandahar l'a pris. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Chaque fois que tu la verras, souviens-toi de ceci. Le respect ne se donne pas aux uniformes, aux grades ou aux réputations. Il se donne aux personnes. À toutes les personnes. Jusqu'à preuve du contraire. »« Oui, Master Chief, » répondit Cole d'une voix ferme. Elle reprit sa marche. « Quand je reviendrai, j'aurai besoin d'instructeurs qui comprennent cette leçon. D'instructeurs capables d'enseigner à la prochaine génération à être meilleurs que la nôtre. » Elle ne se retourna pas, mais sa voix la suivit dans le couloir. « Je serai prêt. » Victoria Langford était introuvable, officiellement consignée à ses quartiers dans l'attente de l'enquête du JAG. Son absence laissait un vide évident dans la chaîne de commandement. Un vide qui exigerait d'être comblé par quelqu'un doté d'un jugement plus sûr et de beaucoup moins de prétentions. Ronald Pierce, lui, se tenait au garde-à-vous près du bureau du stand de tir. Son visage affichait le masque impeccable de la discipline militaire, mais rien ne parvenait à dissimuler totalement le trouble qui l'habitait. « Senior Chief, Master Chief », dit-il en la saluant formellement. Il maintint le salut jusqu'à ce qu'elle le lui rende. « Je veux vous présenter mes excuses, pour vous avoir écarté, pour avoir laissé mon personnel vous traiter ainsi, et pour 15 années d'expérience qui, visiblement, ne m'ont rien appris sur la façon de reconnaître un véritable guerrier. »« Excuses acceptées, » répondit Rhys sans hésiter. « Maintenant, laissez-les derrière vous. Avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que j'en sois capable. » Elle s'arrêta et se tourna pleinement vers lui. « Alors vous passerez des années à porter un poids qui ne sert à rien. J'ai vu de bons opérateurs se détruire avec une culpabilité née de choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ne vous ajoutez pas à cette liste. » Sa voix était ferme, mais sans dureté. « Apprenez de cette journée. Grandissez grâce à elle. Mais ne la laissez pas vous définir. » La posture de Pierce vacilla légèrement. « Comment fait-on pour avancer après ça ? » On n'avance pas après. On avance à travers. Le ton de Rhys s'adoucit presque imperceptiblement. Chaque jour, vous choisissez la personne que vous voulez être. Aujourd'hui, vous avez fait de mauvais choix. Demain, faites-en de meilleurs. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ça paraît simple quand vous le dites. Ce n'est pas simple. C'est juste vrai. Elle reprit sa marche vers la zone d'embarquement, laissant Pierce méditer une sagesse forgée par des décennies de service et de sacrifice. Lors de son entretien avec Crawford, celui-ci avait mentionné le programme avancé de certification tireur d'élite, une formation de 12 semaines conçue par d'anciens opérateurs des forces spéciales, mêlant balistique théorique, lecture du vent et simulation virtuelle. Les diplômés obtenaient des accréditations reconnues par des sociétés de sécurité privées du monde entier. Pour les vétérans visant des postes très rémunérés dans le privé ou des rôles de tireurs d'élite au sein des forces de l'ordre, cette certification ouvrait des portes que l'expérience du combat seule ne suffisait plus à déverrouiller.
C'était exactement le genre de programme capable de transformer des hommes comme Pierce en instructeurs dont la prochaine génération aurait réellement besoin. La pensée l'accompagna jusqu'à l'hélicoptère. Marisol Vega l'intercepta à une vingtaine de mètres de l'appareil. L'expression de la Gunnery Sergeant trahissait l'urgence de paroles qui ne pouvaient attendre. « Master Chief, une seconde. » Rhys s'arrêta. « Je repense à ce qu'a dit Luke Maddox sur Kandahar, » murmura Marisol en baissant la voix. « Il y a plus à cette histoire que ce qu'il sait, n'est-ce pas ? La plupart des histoires ont plus de couches qu'un seul point de vue ne peut en saisir. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que je puisse donner. Rhys jeta un regard vers l'hélicoptère, où le pilote procédait aux vérifications pré-vol. Certaines missions restent classifiées pour des raisons qui dépassent les habilitations. Kandahar en fait partie. Marisol encaissa l'information sans discuter. Est-ce que vous me raconterez un jour, quand les autorisations n'auront plus d'importance ? La question surprit Rhys par son poids. Dans une carrière façonnée par l'isolement et l'effacement volontaire, l'idée de partager toute la vérité avec quelqu'un lui paraissait à la fois attirante et terrifiante. « Peut-être, dit-elle enfin, s'il existe un jour où ce sera possible, il existera. » La certitude de Marisol était presque provocante. « Vous reviendrez de cette mission. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Certaines personnes sont trop obstinées pour mourir avant que leur histoire ne soit terminée. » Un léger sourire passa sur les lèvres de Rhys. « Et mon histoire n'est pas terminée. » « Loin de là. » Marisol sourit à son tour, transformant ses traits sévères. « Je serai là quand vous rentrerez. Nous le serons tous. » Elle hésita, puis ajouta « Et merci, Master Chief. » Pourquoi ? Pour nous avoir montré ce que nous aurions dû voir depuis le début. Que la vraie force n'a pas besoin de se proclamer. Cette pensée accompagna Rhys jusqu'à l'appareil. Le pilote l'accueillit d'un hochement de tête professionnel, concentré sur ses instruments plutôt que sur la légende qui montait à bord. Certains savent encore traiter les autres en égaux, songea-t-elle, peu importe leur réputation. Les rotors accélérèrent. Elle s'attacha, le rythme familier du vol s'inscrivant dans ses os. Combien de fois avait-elle fait ce voyage ? Combien de missions avaient commencé sur des tarmacs semblables, à travers le monde, destination inconnue, survie incertaine. Celle-ci était différente, celle-ci était personnelle. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel assombri, Rhys s'autorisa un instant de recul. La journée avait été éprouvante d'une manière qui n'avait rien de physique. Être vue, être reconnue, être forcée de faire face à une identité qu'elle avait soigneusement enterrée depuis des années. Cela avait ravivé quelque chose de brut en elle. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. L'appel lui revint à l'esprit. Cette voix, impossible, et pourtant indiscutable. S'il était vivant, si l'homme qu'elle avait pleuré respirait encore quelque part dans le monde, alors tout le récit qu'elle s'était construit sur Kandahar était un mensonge. Et d'expérience, les mensonges protégeaient toujours quelqu'un, ou quelque chose. Elle découvrirait la vérité, quel qu'en soit le prix. En contrebas, Fort Redstone se réduisait à un entrelac de lumière et d'ombre, tandis que l'hélicoptère emportait Wraith vers la nuit. Le Joint Sniper Training Center devint simplement un point sur un paysage rempli d'endroits où des guerriers s'entraînaient, luttaient et parfois apprenaient ce qui comptait vraiment. La voix du pilote crépita dans son casque. Temps de vol approximatif, 4 heures jusqu'à la zone de staging avant. Le temps semble clair, ça devrait être une navigation tranquille. Rhys ne répondit pas. Une navigation tranquille n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais appris à faire confiance. La zone de staging avant se situait dans cet espace ombragé entre reconnaissance officielle et réalité opérationnelle. Aucun plan ne marquait sa localisation. Aucun manifeste ne répertoriait les personnes qui y passaient. Pour toute fin pratique, elle n'existait pas, ce qui en faisait l'endroit parfait pour des missions qui, elles aussi, ne figurèrent sur aucune carte. Elle descendit de l'hélicoptère dans l'obscurité pré-dawn, l'air glacé de l'altitude montagnarde frappant immédiatement ses poumons. Des combattants kurdes émergèrent des ombres, leurs mouvements professionnels et contrôlés, leurs armes tenues avec une disponibilité détendue, comme si la violence était une constante dans leur quotidien. « Vous êtes Wraith !» La voix venait d'une femme à peu près du même âge que Rhys, le visage marqué par le soleil et les conflits.
les yeux porteurs de cette dureté propre à ceux qui ont vu trop de leurs amis mourir. Je suis Zal. On nous a dit de vous assister. L'anglais de la femme portait un fort accent, mais restait parfaitement compréhensible. La fille est détenue dans un complexe à 20 km à l'est, fortement fortifié, avec environ 15 à 20 hostiles. Des positions défensives multiples. Ils attendent contre une tentative de sauvetage et se sont préparés en conséquence. Rhys absorba cette information en étudiant la carte tactique que Zal lui tendait. Le complexe occupait une position stratégique, protégée par le terrain sur 3 côtés, avec une seule route d'accès facilement défendable ou destructible. « Ils veulent qu'on vienne », observa Rhys. « Ce dispositif est conçu pour canaliser toute force de sauvetage dans des zones de tir. » Zal hocha la tête avec gravité. « Nous avons perdu 3 combattants en confirmant leur position. Ce sont des gens sérieux, bien entraînés, bien équipés. Une identification de leur leadership ? Un homme semble commander. Des traits européens, une attitude professionnelle. Nos sources suggèrent qu'il a un passé militaire, mais nous n'avons pas pu déterminer d'où exactement. Européen professionnel. » La description fit résonner un écho dans la mémoire de Rhys, un motif qu'elle n'arrivait pas à finir de dessiner. « J'ai besoin de voir le complexe moi-même. » Ça peut être arrangé, mais il faut attendre que l'obscurité soit totale. Leur surveillance est active pendant l'heure du crépuscule. Le retard la frotta contre son urgence, mais la réalité tactique ne pouvait être ignorée. Agir trop tôt ne ferait qu'entraîner plus de morts. Montrez-moi ce que vous avez d'autre. Les heures suivantes se passèrent dans des plans détaillés, chaque angle d'approche analysé, chaque éventualité discutée. Les combattants de Zal se révélèrent plus sophistiqués que leur apparence de guérilleros ne laissait supposer. Leur connaissance du terrain local fut inestimable pour repérer des options que l'imagerie satellite n'aurait pas pu révéler. Lorsque l'obscurité totale enveloppa les montagnes, Rhys avait élaboré un plan qui pourrait, avec beaucoup de chance et une exécution précise, fonctionner. L'approvisionnement en eau du complexe vient d'une source située à 300 mètres au nord, expliqua-t-elle, esquissant des positions sur la carte. Si nous la contaminons avec quelque chose de non létal, mais incapacitante, nous réduisons leur force de combat effective sans déclencher une alerte immédiate. Et après ? Puis on attend. Laissez l'effet se propager. Quand assez d'entre eux seront compromis, on bouge. Zal prit un moment pour réfléchir. Ça pourrait fonctionner, mais la fille pourrait aussi être affectée. Je m'occuperai personnellement de l'extraction. On entre, on la prend. On ressort avant que quelqu'un ne réalise ce qui se passe. Rhys fixa Zal dans les yeux. « J'ai besoin de vos gens pour créer une diversion sur l'approche est. Attirer l'attention loin de mon point d'insertion. Vous y allez seul. Je me déplace plus vite seul, et j'ai déjà fait ça avant. » La déclaration n'était ni présomptueuse ni vantarde, c'était un fait. Zal la regarda un long moment avant de hocher lentement la tête. « Très bien. Nous créerons votre diversion. Mais Wraith, si quelque chose tourne mal là-dedans, nous ne pourrons pas organiser de sauvetage. Nos effectifs sont insuffisants. » Je comprends. Vous comprenez ? Parce que la fille, son père était quelqu'un d'important pour vous. Rhys ne bougea pas, mais une lueur traversa ses yeux. Marcus Webb m'a sauvé la vie plus d'une fois. Quand il est mort, je me suis juré de honorer cette dette, peu importe comment je pourrais le faire. Elle marqua une pause, le poids des souvenirs lourds dans sa voix. Sa fille a 17 ans. Elle est innocente dans ce jeu auquel on joue ici. Je ne la laisserai pas derrière. Zal sembla adoucir son expression, presque imperceptiblement. Vous, les Américains, vous avez des idées étranges sur l'obligation, mais je respecte cela. Bonne chasse, Wraith. Bonne chasse. L'infiltration commença à 0300 heures. L'obscurité offrait la couverture que la lumière du jour lui aurait refusée. Rhys se déplaça dans un terrain que la mémoire avait cartographié plus précisément que n'importe quel satellite. Chaque pas était délibéré, chaque mouvement calculé pour minimiser la détection. Le complexe se matérialisa des ombres, ses murs et structures prenant forme contre l'obscurité légèrement plus claire du ciel. Les gardes patrouillaient en suivant des schémas prévisibles, leur attention concentrée vers les routes d'approche attendues plutôt que l'angle inattendu qu'avait choisi Wraith.
L'eau contaminée avait été introduite 6 heures plus tôt. À ce stade, ses effets devraient commencer à se manifester. Sur un signal précis, un garde près de la porte principale se plia en deux, son arme tombant au sol alors que son corps rejetait violemment l'attaque biologique. 2 autres suivirent en quelques secondes, leur détresse créant exactement la diversion dont Hazel avait besoin. Elle franchit le mur et pénétra dans le complexe avant que quiconque ne remarque sa présence. Se déplacer à travers des structures lui semblait familière de la pire des manières. La mémoire musculaire de centaines d'opérations similaires guidait ses actions. Chaque coin vérifié, chaque porte nettoyée avec la précision automatique d'un entraînement profondément ancré. La fille était détenue dans le bâtiment central. Le renseignement avait confirmé cela. Atteindre la jeune Sarah nécessitait de naviguer dans un dédale de couloirs et de positions de garde. Chaque obstacle devenait une nouvelle opportunité de découverte et de mort. Hazel rencontra son premier ennemi à 30 mètres à l'intérieur du périmètre. L'homme titubait, clairement affecté par la contamination, son arme tenue lâchement dans des mains compromises. Elle l'abaissa silencieusement. La technique était humaine, mais efficace, le laissant inconscient plutôt que mort. Tuer n'était pas toujours nécessaire. La mission était l'extraction, pas l'élimination. Le couloir s'élargit pour donner sur un espace plus vaste, et enfin, elle trouva ce qu'elle était venue chercher. Sarah Webb était assise dans une chaise métallique, les poignets liés, mais son esprit apparemment intact. À 17 ans, elle avait hérité du menton obstiné de son père et des yeux perçants de sa mère, une combinaison suggérant que la soumission n'était pas dans sa nature. « Qui êtes-vous » La voix de la jeune fille portait plus de défi que de peur. « Quelqu'un qui doit tout à ton père. » Hazel se précipita, coupant les liens avec la même rapidité, une compétence acquise par des années de pratique. « Tu peux marcher ?»« Oui. »« Alors reste derrière moi. Bouge quand je bouge. Arrête quand je m'arrête. Ne parle que si c'est absolument nécessaire. » Sarah hocha la tête, son jeune visage se fermant dans une expression de concentration déterminée qui rappela douloureusement Hazel à Marcus. Elles firent à peine la moitié du chemin jusqu'au point d'extraction avant que tout ne bascule. L'homme qui s'interposa sur leur chemin ne semblait pas affecté par la contamination. Sa posture indiquait quelqu'un qui avait anticipé l'attaque et s'était préparé en conséquence. Ses traits, visibles à la faible lumière filtrant par une fenêtre, correspondaient exactement à la description de Zal, européen, professionnel, porteur de l'attitude militaire, et horriblement familier. « Bonjour, Wraith » La voix était celle qui avait résonné dans son téléphone 24 heures plus tôt. « T'as mis le temps ?» Hazel se positionna entre Sarah et la menace, son arme levée, mais son doigt hésitant sur la gâchette. « Tu es mort. J'ai vu l'immeuble s'effondrer. J'ai entendu l'explosion. Tu as entendu ce que nous voulions que tu entendes. Tu as vu ce que nous avions besoin que tu vois. » L'homme sourit, un sourire sans chaleur. Le monde avait besoin que Wraith croie que j'étais mort. Sinon, la mission ne pourrait pas continuer. Quelle mission ? De quoi tu parles ? La vraie mission, celle qui a commencé à Kandahar et qui n'a jamais réellement pris fin. Il s'avança, apparemment indifférent à l'arme pointée sur sa poitrine. Marcus a compris. Tu sais, c'est pour ça qu'il a dû mourir. Il a découvert la vérité sur ce qu'on faisait réellement là-bas, et il ne pouvait pas être digne de confiance pour garder le silence. Les mots tombèrent comme des coups physiques. Tu l'as tué, ton propre coéquipier. J'ai éliminé un risque de sécurité. Il y a une différence. Le ton décontracté de l'homme rendait cette admission encore plus terrifiante. Marcus a toujours été trop idéaliste, trop attaché à des concepts dépassés comme l'honneur et la loyauté. Il aurait tout exposé. Exposé quoi ? L'opération dans l'opération. La vraie raison d'être de Ghost Reaper. Il écartait les bras dans un geste qui se voulait explicatif, mais qui avait l'air de se moquer d'une réponse. On ne se contentait pas d'éliminer des cibles, Hazel. On façonnait des événements, on retirait des obstacles, on créait du chaos au service de buts plus larges. Les buts de qui, peu importe. L'argent coule, le pouvoir se déplace, et des gens comme nous font le travail qui rend tout cela possible. Il inclina la tête, l'observant. Tu aurais pu en faire partie. Tu étais censé en faire partie,
mais tu as toujours été trop comme Marcus. Trop principiel. La main de Sarah se referma sur le bras de Hazel. La présence de la jeune fille rappelait des enjeux plus grands que la simple révélation personnelle. La fille, dit Hazel, elle ne fait pas partie de tout ça. La fille fait exactement partie de tout ça, comme Appa. Le seul moyen de garantir que tu viennes personnellement. Le sourire de l'homme s'élargit. J'avais besoin que tu sois ici, Hazel. J'avais besoin que tu comprennes avant la fin. La fin de quoi ? De tout. Des anciennes opérations, des vieux secrets, des vieux fantômes. Il plongea la main dans sa veste et, dans un mouvement instinctif, Hazel serra la gâchette de son arme. Mais ce qu'il en sortit n'était pas une arme, c'était un dossier. Tout est dedans. Nom, date, opération. Tout ce que vous devez savoir sur le réseau secret qui utilisait Ghost Reaper comme bras armé privé. Il tendit le dossier. Prends-le. Expose-le. Brûle tout. Pourquoi ? Parce que je suis en train de mourir. L'admission ne portait aucune pitié. Cancer. Inopérable. 6 mois si j'ai de la chance. Il rit doucement. C'est ironique, non ? Après tout ce que j'ai survécu, tout ce que j'ai fait, mon propre corps devient l'ennemi que je ne peux pas vaincre. Et c'est censé être ma rédemption. C'est censé être la réalité. Je ne suis pas un bonhomme, Hazel. Je ne l'ai jamais été. Mais je ne suis pas prêt non plus à laisser ceux qui nous ont utilisés continuer sans jamais répondre de leurs actes. Il poussa le dossier vers elle. La fille n'a jamais été en danger. Mes hommes avaient né pour consigne de la protéger jusqu'à ton arrivée. C'était un levier, pas une cible. Hazel prit le dossier sans abaisser son arme. Tu t'attends à ce que je croie tout ça ? Je m'attends à ce que tu le vérifies. Tu as toujours été méticuleuse. C'est pour ça que tu as survécu quand d'autres n'y sont pas parvenus. Il recula d'un pas, les mains levées en signe de reddition. Prends la fille. Prends le dossier. Quitte cet endroit et fais ce que ta conscience t'ordonnera. Et toi ? Je disparaîtrai à nouveau, pour le temps qu'il me reste. Son visage se plissa dans quelque chose qui ressemblait presque à du regret. Je suis désolé pour Marcus. Il méritait mieux que ce que je lui ai donné. Mieux que ce que je lui ai pris. Désolé ne le ramène pas. Non, ça ne le ramène pas. Il recula lentement vers une ouverture, ses gestes mesurés, délibérément non menaçants. Mais peut-être que la survie de sa fille signifie quelque chose. Peut-être que la vérité, enfin révélée, signifie quelque chose. Ce n'est pas fini. Non, admit-il. Ça ne fait que commencer. Puis il disparut, se fondant dans les ombres avec la même maîtrise qui avait autrefois fait de lui l'un des opérateurs les plus redoutables de Ghost Reaper. Hazel resta immobile plusieurs secondes, le dossier lourd entre ses mains, le poids de la révélation s'installant lentement dans sa conscience. « On doit partir », dit Sarah à voix basse. Qui que c'était, il pourrait changer d'avis. Cette remarque simple, pratique, brisa la paralysie de Hazel. Elle sécurisa le dossier, vérifia le couloir, puis relança l'extraction. Le chemin vers la sortie fut étrangement plus facile que l'infiltration, comme si des obstacles avaient été volontairement écartés. Lorsqu'elles atteignirent le mur d'enceinte, les combattants de Zal avaient déjà neutralisé la résistance restante. Leur efficacité suggérait que les défenseurs du complexe avaient été bien plus compromis que prévu. « Vous l'avez » dit Zal en s'approchant, visiblement soulagé. « Et vous êtes indemne. La situation était plus compliquée que prévu. »« Elle l'est toujours. » Zal désigna les véhicules en attente. « Nous devons partir avant l'arrivée de renforts. Cette zone ne restera pas calme longtemps. » Le trajet vers la zone de staging se fit dans un silence tendu. Sarah se pressait contre Hazel, cherchant le contact humain avec l'instinct brut que provoque un traumatisme extrême. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le complexe, son esprit de 17 ans tentant sans doute de digérer ce qu'aucune adolescente ne devrait jamais vivre. L'aube pointait lorsqu'elles atteignirent enfin un lieu sûr. La lumière naissante peignait les montagnes de teintes dorées, ligées et rosées, une beauté presque indécente après la noirceur des heures précédentes. Hugo Castellano sortit de la tente de commandement, son expression mêlant soulagement et urgence. Rapport. Cible récupérée. Perte minimale de notre côté. Les occupants du complexe ont été neutralisés par des moyens non létaux lorsque c'était possible. Et le leadership hostile.
Hazel hésita une fraction de seconde. Évadé volontairement après avoir fourni des renseignements nécessitant une analyse immédiate. Les sourcils de Hugo se haussèrent. Quel genre de renseignements ? Elle lui tendit le dossier. Le genre qui change tout. Le vol de retour vers Fort Redstone s'étira à travers fuseaux horaires et états émotionnels. Sarah dormit par intermittence, agitée, tandis que Hazel tentait d'assimiler des révélations capables de bouleverser toute sa carrière. Ghost Reaper n'avait jamais été ce qu'elle croyait. Les missions exécutées, les vies prises, les sacrifices consentis, tout avait servi des objectifs dépassant largement les justifications officielles. Des objectifs obscurs, des agendas cachés. Et Marcus était mort parce qu'il avait découvert la vérité. Le dossier contenait suffisamment de preuves pour exposer des réseaux s'étendant jusqu'aux structures de commandement militaire, aux agences de renseignement et aux conseils d'administration, des noms capables de provoquer des scandales, des opérations qui feraient tomber des carrières et des réputations bâties sur des décennies. Si ces informations étaient authentiques, si elles n'étaient même pas une manipulation destinée à servir un autre dessein, Hazel aurait besoin de vérifications indépendantes avant d'agir. Mais une vérité ne nécessitait aucune confirmation. L'homme qui avait été son coéquipier, son ami, son frère d'ombre, avait assassiné Marcus Webb pour protéger des secrets qui n'auraient jamais dû exister. Cette vérité appelait justice, pas immédiatement, mais inévitablement. Pour l'instant, il y avait une jeune fille de 17 ans à ramener vers ce qui restait d'une vie normale, et une base entière dont le personnel avait appris des leçons trop chèrement acquises pour être oubliées. Fort Redstone apparut sous l'appareil en phase de descente. Ces bâtiments familiers éveillèrent en tant Hazel un sentiment inattendu, quelque chose qui ressemblait à un foyer, ou du moins à l'approximation la plus proche qu'elle ait connue depuis des décennies. Le comité d'accueil la surprit, non par son existence, mais par sa composition. L'amiral Solomon Crawford se tenait au centre, sa présence conférant à l'instant tout son poids officiel. Autour de lui se trouvaient des visages qu'Hazel reconnut immédiatement. Ceux du stand de tir, Cole Harrigan, Ronald Pierce, Marisol Vega, Daniel Cross et même la jeune Emily Nolan, le visage illuminé d'une attente fébrile. À leur côté se tenaient des représentants de la communauté élargie de la base, des vétérans qui avaient entendu l'histoire, des militaires qui comprenaient ce que ce moment signifiait, des familles venues assister à quelque chose qu'elles jugeaient important. Des centaines de personnes, alignées, silencieuses, en formation. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rhys tandis que l'hélicoptère se posait. Adrian Morales, qui avait voyagé avec elle, sourit. « C'est le respect, Master Chief. Celui qu'on ne reçoit qu'en le gagnant. À la dure. » Elle aida Sarah à descendre de l'appareil, gardant une main protectrice sur l'épaule de la jeune fille tandis qu'elles s'avancèrent vers la foule. Crawford fit un pas en avant, son maintien officiel adouci par quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté paternelle. « Master Chief Holloway, au nom du Joint Precision Warfare School de la United States Navy et du personnel réuni ici aujourd'hui, bienvenue chez vous. » La foule éclata en applaudissements. Pas ceux, polis et mesurés, des cérémonies officielles. Quelque chose de plus profond, de plus vrai. Rhys resta figée, incertaine de la manière de répondre à une reconnaissance qu'elle n'avait jamais cherchée et qu'elle ne désirait pas encore tout à fait. Sarah lui serra la main. « Il te remercie, » murmura-t-elle. « Laisse-les faire. » Un conseil étonnamment sage venant de quelqu'un qui avait traversé des horreurs capables de briser la plupart des adultes. Rhys le rangea soigneusement dans un coin de sa mémoire. « Merci, amiral. » Sa voix porta dans le silence soudain qui suivit l'ovation. Mais les vrais remerciements reviennent à ceux qui ont rendu cette mission possible. Zal et ses combattants ont tout risqué pour sauver une jeune fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Le capitaine Morales a coordonné des ressources qui, officiellement, n'existent pas. Et le personnel de cette base a appris des leçons qui feront de lui de meilleurs guerriers et de meilleures personnes. Elle marqua une pause, son regard se posant sur des visages qu'il avait raillés et ignorés quelques jours plus tôt. « Je ne suis pas venu ici pour être reconnu. Je suis venu pour disparaître, pour trouver la paix, ou ce qui s'en rapproche, après la vie que j'ai menée.
Son regard passa lentement sur la foule, s'arrêtant un instant sur Cole, sur Pierce, sur d'autres encore, marqués par l'humilité née de la chute. Ce que j'ai trouvé à la place, je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé des gens capables d'évoluer, capables de changer, capables de devenir les guerriers dont ce pays a besoin. Le silence qui suivit fut total. Cela compte plus que n'importe quelle médaille, citation ou cérémonie. Parce que la génération suivante regarde. Elle apprend de nous ce que signifie le service, l'honneur, le respect. Elle redressa légèrement les épaules, assumant pleinement le poids du moment. Et si les leçons qu'ils retiennent naissent d'échecs suivis de véritables changements, alors ces leçons dureront. Un infime sourire passa sur ses lèvres. Je ne disparaîtrai pas de nouveau. Pas encore. Un murmure parcourut la foule. L'amiral Crawford m'a demandé de rester, d'enseigner, de transmettre ce que j'ai appris au fil des années. J'ai accepté. L'applaudissement qui suivit fut encore plus fort que le premier. Dans le tumulte des félicitations et des retrouvailles, des échanges plus intimes émergèrent. Cole Harrigan la retrouva près de l'armurerie, la challenge coin qu'elle lui avait donnée bien visible dans sa paume. « Master Chief, je veux que vous sachiez que j'ai demandé à être affecté à votre programme de formation. Si vous m'acceptez. » Malgré mon passage à l'instruction de base, l'amiral Crawford m'a dit que cette période pourrait être écourtée si vous en faisiez la demande. Il a parlé de la valeur des perspectives réformées chez les instructeurs. Rhys le jaugea un instant. Là où l'arrogance avait vécu, elle ne lisait plus que de la sincérité. 3 mois. Prouve que tu as réellement appris quelque chose et on parlera d'une accélération. Oui, Master Chief. Son soulagement était évident. Je ne vous décevrai pas. Ne te déçois pas toi-même. C'est le seul critère qui compte. Ronald Pierce s'approcha à son tour. Son visage buriné portait une sérénité nouvelle. Master Chief, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à l'idée de traverser les choses plutôt que de les fuir. J'ai commencé, un jour à la fois, à faire de meilleurs choix. Il esquissa presque un sourire. C'est plus difficile que je ne le pensais. Les choses qui en valent la peine le sont toujours. Il hésita, puis se lança. Je voulais vous demander, si ce n'est pas présomptueux, si vous pourriez envisager de me prendre dans le programme d'instructeur. Pas tout de suite. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais un jour, Rhys hocha lentement la tête. Quand tu seras prêt, viens me voir. On verra ce que tu es devenu. Le soleil déclinait lorsque Rhys trouva enfin un moment de solitude. Elle se tenait dans la même voie de tir où tout avait commencé. La voie 7, le tir impossible. Le stand était silencieux. Les activités de la journée s'éteignaient, le personnel regagnait les baraquements, les familles et les rares instants privés arrachés à la vie militaire. Une pièce pour tes pensées. Marisol s'était approchée sans qu'elle s'en rende compte, preuve soit de ses talents de marine, soit de la distraction de Rhys. Je repensais au tir qui a tout déclenché, et à d'autres choses. Le regard de Rhys resta fixé sur la cible lointaine. Daniel disait souvent que les snipers étaient les plus solitaires de tous les soldats. On opère à l'écart. On réussit en restant invisible. On mesure notre valeur aux morts causées à des distances qui empêchent toute connexion. Ça semble juste. Il avait tort pourtant, sa voix se fit plus basse. Nous ne sommes pas seuls à cause de la distance. Elle marqua une pause. Nous sommes seuls quand personne ne nous voit vraiment. Le silence s'étira entre elles, paisible cette fois. Aujourd'hui, conclut Rhys, quelqu'un nous a vus. Et pour la première fois, depuis très longtemps, cela ne lui faisait plus peur. Nous sommes seuls parce que personne d'autre ne peut comprendre ce que nous portons. Elle se tourna vers Marisol, le poids des vies prises. Le fardeau des décisions irréversibles. Et surtout, la connaissance de ce dont nous sommes capables, et du prix que cette capacité exige. Marisol resta silencieuse un instant. C'est pour ça que tu as essayé de disparaître, parce que le poids était devenu trop lourd, en partie, et en partie parce que je ne savais plus qui j'étais sans la mission, sans le but. Rhys secoua lentement la tête. Il s'avère que je cherche encore la réponse. Et peut-être que c'est normal, peut-être que chercher est justement le but. Peut-être.
Le silence entre elles était apaisant, dépourvu de gêne, celui de personnes qui se croient, qui se comprennent sans avoir besoin de tout formuler. « Luc Maddox veut te parler », dit finalement Marisol. Il rassemble son courage depuis ce matin. À propos de Kandahar, de tout ça. Il dit qu'il a besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Rhys réfléchit. La vérité sur Kandahar était plus complexe et plus dangereuse que quiconque ne l'imaginait. Mais Luc avait passé 10 ans à vivre avec des questions sans réponse. Il méritait au moins une partie de la vérité. « Envoie Zeti Gemala. Je lui dirai ce que je peux. » Marisol hocha la tête et s'éloigna, laissant Rhys seul avec la lumière déclinante et les souvenirs qu'elle réveillait. Luc arriva, lorsque les dernières de couleurs quittèrent le ciel, sa silhouette incertaine sur le stand désormais sombre. « Master Chief. »« Luc. Assieds-toi. » Ils prirent place sur le banc de tir face à la direction qu'avait suivi ce tir légendaire. La cible était invisible maintenant, perdue dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» demanda Rhys. « Tout. » Il hésita. « Ou au moins, tout ce que tu peux dire. » Rhys garda le silence un long moment, ordonnant des pensées qu'elle n'avait jamais mises en mots. « Ton équipe a été prise dans une embuscade parce que quelqu'un voulait vous voir mort. Pas par hasard, spécifiquement. » Luc inspira brusquement. « Vous aviez découvert quelque chose que certaines personnes jugeaient gênant. » « Quoi exactement ? » Vous aviez photographié une cache d'armes qui n'aurait jamais dû exister, du matériel officiellement détruit, réapparu entre les mains ennemies. La preuve d'un système bien plus vaste que ce que vous pouviez imaginer. On a signalé cette cache par les voies officielles, et c'est précisément ainsi que les mauvaises personnes ont appris ce que vous saviez. Sa voix resta plate. L'embuscade a été organisée dans les 48 heures. Votre escouade entière devait mourir ce jour-là. Luc déglutit. Et on a survécu grâce à toi. Parce que je n'obéissais pas aux ordres. Il leva les yeux, surpris. J'étais sur place, pour enquêter sur la même chose que vous aviez découverte par accident. Quand j'ai vu la configuration, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle marqua une pause. Je vous ai sauvé parce que c'était la seule chose juste à faire. Et ensuite ? Ils t'ont sanctionné pour ça ? Mon rapport m'accusait d'opérations non autorisées hors cadre de mission. Ils ont enterré l'incident. Elle le regarda droit dans les yeux. Mon rapport. Vos photos. Tout a disparu sous des niveaux de classification empêchant toute question. Luc resta silencieux, mesurant les implications qui dépassaient largement une seule fusillade. Ceux qui ont fait ça, ils sont encore actifs ? Certains, oui. Le regard de Rhys se durcit. Mais j'ai désormais des informations qui pourraient changer la donne. Des preuves capables de tout exposer. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Elle se tourna vers lui. Être patiente, prudente, stratégique, puis avec une certitude glaciale, et quand le moment sera venu, je brûlerai tout. Luc sentit le poids de cet engagement. Est-ce que je peux aider ? Peut-être, plus tard. Pour l'instant, sois le soldat que tu étais destiné à devenir. La vérité sortira quand elle sera prête. Ils restèrent assis, côte à côte, tandis que les étoiles apparaissaient. Deux guerriers liés par des événements qui avaient façonné leur vie, contemplant des futurs encore vierges. Les semaines suivantes installèrent de nouveaux équilibres au Joint Precision Warfare School. Le programme d'instruction de Rhys attira des candidats de toute la communauté des opérations spéciales. La rumeur se répandait, quelque chose de différent se produisait à Fort Redstone. Quelque chose qui valorisait le caractère autant que la compétence, la sagesse autant que la précision. Cole Harrigan termina ses 3 mois avec distinction et réintégra le programme profondément transformé. Son enseignement évolua, moins de domination, plus d'accompagnement. Moins d'intimidation, plus d'inspiration. Ronald Pierce trouva lui aussi sa place, son expérience devenant une force dès lors qu'il la combina à l'humilité. Emily Nolan s'épanouit sous un mentorat attentif, ses talents naturels affinés sans être précipités. Et Sarah Webb, après un accompagnement intensif et le soutien de sa famille, entama son propre chemin vers la guérison. Elle revenait parfois au centre, observant Rhys former de nouvelles générations d'opérateurs,
voyant de ses propres yeux l'héritage que le sacrifice de son père avait contribué à bâtir. Le dossier, lui, resta verrouillé dans un lieu sécurisé. C'est qui ses secrets patientaient. Le moment viendrait. Rhys avait partagé des éléments soigneusement sélectionnés avec l'amiral Henry Whittaker et quelques responsables du renseignement triés sur le volet. Assez pour poser les fondations d'une exposition future, pas assez pour déclencher une réaction prématurée. La justice viendrait, mais seulement lorsque le terrain serait verrouillé et que les cibles ne pourraient plus s'échapper. Un soir d'automne, alors que les collines de Californie se teintaient d'ocre et de cuivre, Rhys se retrouva une fois encore à la voie 7. Même position, même cible, même distance irréaliste. Mais tout le reste avait changé. Des pas approchaient, plusieurs. Elle reconnut la cadence sans se retourner. Cole Harrigan, Ronald Pierce, Marisol Vega, Luke Maddox, Emily Nolan, Walt Keegan et même Adrian Morales de passage depuis Washington. Ils s'alignèrent derrière elle, non pas comme une formation militaire, mais comme quelque chose de plus rare, une famille. « On s'est dit que tu voudrais peut-être de la compagnie, » dit Marisol. « Cette voix compte pour toi, » ajouta Cole. « On voulait être là, si ça te va. » La gorge de Rhys se serra. Elle s'autorisait rarement ce genre d'émotion. « Ça me va. » Ils restèrent ensemble, silencieux, regardant le soleil glisser vers l'horizon du Pacifique, embrasant le ciel de rose, d'or et d'orange. « Et maintenant » demanda Émilie à voix basse. « Maintenant, on continue, » répondit Rhys. « On s'entraîne, on enseigne, on prépare la génération suivante à des défis qu'on peine encore à imaginer. » Elle marqua une pause. « Et on se souvient. »« De quoi ?» demanda Luc. « Que chaque personne que nous croisons porte peut-être des fardeaux invisibles, qu'elle mène des combats que nous ne comprenons pas, qu'elle survit à des histoires capables de briser des âmes moins solides. » Sa voix gagna en force. On se souvient que le respect ne se donne pas aux grades, aux postes ou aux réputations. Il se donne aux gens, à tous, jusqu'à preuve du contraire. Les mots se dissipèrent dans la lumière déclinante. Quelque part au loin, un téléphone sonna. Celui de Rhys, le même appareil qui, quelques semaines plus tôt, avait fait voler en éclats une décennie de certitude. Elle répondit sans regarder l'écran. « Wraith. » Silence. Puis une voix inconnue. « Master Chief Holloway, nous avons des informations sur votre ancien coéquipier. Celui que vous pensiez avoir laissé s'échapper. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui partage votre intérêt pour la vérité. » Une pause, lourde de sous-entendus. Il prépare quelque chose de plus vaste qu'une simple révélation. Quelque chose qui pourrait déstabiliser des régions entières s'il réussit. Quel genre de chose ? Le genre qui exige l'intervention des meilleurs de Ghost Reaper. Le vrai Ghost Reaper, pas la version corrompue. La main de Rhys se crispa sur le téléphone. « Je vous écoute. Un dossier est en route vers vos quartiers. Tout ce que vous devez savoir s'y trouve. Mais soyez prudente, Master Chief. Les gens impliqués ne sont pas des amateurs. Ils sont aussi compétents que vous, et bien moins encombrés par leur conscience. Pourquoi me prévenir ? Parce que certains d'entre nous croient encore en ce que Ghost Reaper devait être, en ce qu'il pourrait redevenir. » La voix portait quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « Arrêtez-le, Master Chief. Arrêtez ce qu'il prépare. Et peut-être que, cette fois, les fantômes pourront enfin se reposer. » La ligne se coupa. Rhys abaissa lentement le téléphone, l'esprit déjà lancé dans une course d'hypothèses et de scénarios. « Des ennuis ?» demanda Marisol en lisant son expression. « Une opportunité. » Rhys se tourna vers le groupe. « Alors, qui est partant pour une mission de plus ?» Les réponses furent immédiates, le hochement résolu de Cole, l'assurance calme de Ronald, le sourire féroce de Marisol, l'engagement silencieux de Luc, même l'acquiescement hésitant mais volontaire d'Emily. Dans ce cas, on a du travail. Un léger sourire étira les lèvres de Rhys. Les guerriers ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils trouvent juste de nouvelles batailles. Au-dessus d'eux, les premières étoiles perçaient le ciel nocturne. En contrebas, le Pacifique poursuivait son mouvement éternel contre les côtes de Californie. Et, quelque part, entre ciel et terre, des fantômes s'agitaient, certains en quête de repos, d'autres d'un nouveau but. Certaines histoires se terminent par une résolution.
celle-ci s'achevait par un commencement. Car les meilleurs guerriers savent une chose essentielle, la paix n'est jamais une fin. C'est seulement une pause entre deux tempêtes. Et les tempêtes, comme toujours, se rassemblèrent déjà.